Voilà. Bon, toi, tu m'as dit que t'étais à Albi. Non, pardon, que t'étais en région parisienne et que la prochaine compétition allait se faire à Albi. Donc, tout le monde t'appelle Rico, c'est ça, hein? C'est ça. Et c'est ton pseudo sur les réseaux sociaux également. Rico Richmond Biden. Est-ce qu'il faut le prononcer avec l'accent anglais? C'est mieux avec l'accent vu que c'est un prénom anglophone. Mais bon, en Ouais, France, il y en a pas beaucoup qui le font avec l'accent, donc je prends. Ils disent Richemont ici. Richemont. Bon, et toi, est-ce que ça t'écorche l'oreille un petit peu? Bah, avant, je me suis habitué, mais c'est sûr que quand je suis en famille, parce que ma famille, elle est plutôt anglophone, quand je suis en famille, ça m'appelle tout le temps Richmond avec l'accent. Ouais. Donc, je vais dehors, j'entends Richemont. Des fois, ça m'écorche l'oreille. Après, on s'y fait. Ouais, bon, tu m'étonnes. Comment tu préfères qu'on t'appelle, toi, généralement, Rico? Ouais, Rico, c'est plus simple. Je suis habitué à ça. On va parler de force athlétique aujourd'hui, parce que c'est un peu ton domaine de prédilection. J'ai pas parlé beaucoup de force athlétique. Bon, on a pu le remarquer sur les épisodes précédents ou ceux qui sortent là récemment. J'essaie d'aller voir d'autres horizons aussi. Tu vois, j'ai fait pas mal d'épisodes avec des forces spéciales. Alors certains qui seront pas encore sortis au moment où on enregistre. Un petit peu de fitness, muscu, santé toujours. Un peu d'ostéo aussi récemment. J'essaie d'élargir un peu. Mais des fois, je reviens un peu à la base de ce qu'est le podcast, à savoir l'entraînement pur et dur, entre guillemets, le- l'optimisation de ses performances, l'optimisation de ses entraînements, essayer de comprendre un peu les sports qui tournent autour de la force et du physique. Bon, il y a beaucoup de muscu, il y a du body, mais il y a un truc qu'on parle, que j'ai pas beaucoup parlé, et pourtant qui existe quand même depuis longtemps, c'est la force athlétique, le powerlifting. Toi, c'est ton truc. On va tourner autour de là-dessus. Et puis, je vais te laisser te présenter pour démarrer, ceux qui te connaissent pas encore. Ok. Donc moi je m'appelle Richmond Biden, donc je suis plus connu sur les réseaux sous le pseudonyme de Rico. J'ai 20 ans, je fais partie de l'équipe de France de force athlétique ou de powerlifting en anglais. Je suis membre de l'équipe de France. J'ai fait 3e au dernier championnat du monde et je suis Ouais. actuellement champion d'Europe en titre. Donc en junior moins de 23 ans. Bon, félicitations déjà. Merci. Sacré palmarès. Euh, Quand tu me dis l'équipe de France, ça représente quoi? Est-ce qu'il faut s'imaginer ça comme un peu l'équipe de France de foot ou l'équipe de France de gym qui sort tout ça en même temps pour aller faire des compètes? Ça ressemble à quoi? Alors oui, c'est plus ou moins ça. En gros, on a des convocations aux compétitions internationales et bah la France envoie sa délégation quoi aux compétitions internationales. Donc Hmm. on part pas tous en même temps, étant donné qu'en fonction de la catégorie d'âge et de poids, bon on compétite sur des jours différents, mais on est souvent plus ou moins dans les mêmes hôtels. Quand on a des stages nationaux, bah on va tous au Crêpes. Donc oui, il y a une sorte d'unité dans l'équipe de France en tant qu'équipe, Ouais. mais c'est pas forcément comme dans un sport collectif. Et tout le monde peut y rentrer dans ce truc-là? Je veux dire, dès que tu as un certain niveau, comment ça se passe? Il y a des sélections? En gros, il y a un minima à avoir. En force athlétique, quand tu fais une compétition, donc ton résultat, ce sera ton max au squat, additionné à ton max au couché, au Hmm. développé couché, additionné à ton Hmm. max au deadlift. Et ça te donne un certain total. Et à partir du moment où tu arrives à un certain total dans ta catégorie de poids et d'âge, bah, tu peux prétendre à une sélection en équipe de France. Donc il faut avoir du coup au minimum le minima Europe pour rentrer en équipe de France. Et alors, c'est combien alors, bon, ça varie en fonction des catégories et de l'âge aussi? De l'âge aussi, tu m'as dit, C'est non? ça, de la Ouais. catégorie de poids et de la catégorie d'âge. Poids et âge. Et alors, toi, c'est. Par exemple, pour 23 ans, tu sais quoi, moins 83 kilos? Non. Ta catégorie. Justement, je viens de passer en moins de 93 kilos. Mais oui, avant, j'étais en moins de 83 kilos. Et alors là, par exemple, pour nous donner des repères, c'est quoi le minimum pour être sélectionné? Dans ma catégorie d'âge en junior, pour te dire, vu que je suis vraiment au-dessus du minima, moi je me suis jamais demandé quel était le minima, mais je vais regarder là. Il me semble que c'est 740 pour aller au championnat du monde et que c'est 725 pour aller au championnat d'Europe. 740. Putain, ça veut dire qu'il. Ouais, Étant donné qu'il y non, a c'est trois mouvements. 700. C'est 700 pour Ouais. aller aux Europes et 725 pour aller au monde. Je viens de vérifier. Ça veut dire qu'en moyenne, bon, je calcule ça en gros, hein, mais en moyenne, si tu fais pas 200 kilos sur chaque mouvement, au moins, enfin en moyenne, parce que tu peux faire, j'imagine, plus, ça marche pas, quoi. C'est que. Oui, c'est ça. Donc, il faut savoir s'équilibrer un minimum et
Bon, peut-être parfois tu peux jouer sur tes points forts aussi, mais pour atteindre 700, c'est clair que c'est pas donné. Et alors, pour ceux qui savent pas du tout à quoi ça correspond la force athlétique, est-ce que tu peux m'expliquer rapidement là pour un novice? Voilà. C'est quoi ce sport là? C'est de la muscu en fait. C'est de la muscu déguisée. C'est ce qu'on peut dire pour faire bref. Mais en gros, tout le monde connaît le squat, tout le monde connaît le développé couché, tout le monde connaît le deadlift, le soulevé de terre. En fait, c'est des compétitions où on a 3 essais sur chacun de ces 3 mouvements. Et à chaque essai, on doit mettre une charge qui se rapproche de notre max en gros, en mettant les charges de manière croissante. Et à la fin de la compétition, on additionne nos meilleures barres sur les 3 mouvements pour nous faire un total. Et le classement, il est au total. D'accord. Comment on en vient à se passionner pour cette activité Alors, je mens. Non, c'est pas que j'ai menti, mais j'ai juste sous-estimé un petit peu les épisodes parce que en vrai, j'avais pas. Alors, c'est pas exactement pareil, mais moi j'ai l'impression que ça s'en rapproche. Si tu vas me dire après s'il y a une espèce de clivance sur les deux entre l'haltérophilie et la force athlétique. Évidemment que ça c'est pas la même chose, tu vois, mais tu vas me dire, me donner si tu as été plus attiré par l'un ou par l'autre, comment ça s'est déroulé. C'était Baptiste Marché que j'avais reçu sur le podcast quand même, que tu connais forcément, puisque il a fait de la force athlétique pendant un bon moment. Alors aujourd'hui, je crois qu'il en fait plus trop. Il a d'autres priorités sur sa chaîne, par exemple. Donc, j'ai déjà abordé ces trucs-là. Mais comment on vient, toi, en ce qui concerne, comment tu viens à t'intéresser à ça, cette activité, où a priori on se dit, il y a que 3 mouvements, on peut vite se faire chier, pourquoi on... Enfin bon, ça c'est les trucs que t'as dû entendre 36 000 fois, quoi. Ouais. En fait, pour la plupart des gens qui se passionnent à la force athlétique, souvent ils viennent de la musculation. La musculation, ils ont rencontré quelqu'un à la salle de sport qui les a initiés. Moi, j'ai commencé, je me suis inscrit à la salle de sport. À ma première séance, j'ai un pote qui m'a dit, je fais de la force athlétique, essaye la force athlétique, essaie de tester tes max sur ces mouvements-là et voir ce que tu vaux. Et évidemment, sur ma première séance, j'avais déjà des facilités. Et du coup, derrière, j'ai voulu continuer. Mais j'ai surtout Alors, par exemple, sur ta première séance, c'était quoi pour qu'on se fasse une idée de ce que ça représente un futur... Enfin... En gros, j'avais 15 ans. Je pesais 66 kilos. Et sur ma première séance, j'avais fait une rep à 90 kilos clean au développé couché. Une rep à 130 kilos au deadlift et une rep à 105 kilos au squat. Ok. Peut-être ce qui m'impressionne le plus, c'est peut-être le squat. Enfin, même si le développé couché, c'est énorme, 90 kilos pour la première fois où t'en fais, à 15 ans en plus. Tout le monde t'a regardé avec des yeux. Ouais, c'est ça. Surtout, un pote qui était avec moi, ça faisait déjà 1 an qu'il était à la salle. Il était coincé à 80 au coucher. Il m'a dit, c'est pas possible, t'es un monstre, faut absolument que tu fasses du power, tout ça. Et moi, je savais pas vraiment ce que c'était que le power à l'époque. Donc, je me suis renseigné et petit à petit, je suis rentré dedans. Ok. Et la muscu classique, comme t'étais rentré là dans cette salle, finalement, ça t'a pas plus passionné? En fait, au début, mes parents, ils voulaient pas me payer la salle de sport et j'étais trop jeune pour aller en salle, j'avais 15 ans. Donc je faisais des pompes, tout ça chez moi. Et quand j'ai eu l'opportunité d'aller à la salle pour la première fois, de base, j'étais passionné pour la muscu. Mais vu que dès la première fois, on m'a dit tu pourrais être fort en powerlifting, je suis directement parti dans le powerlifting et j'ai pas eu le temps de vraiment me faire mes marques et rentrer dans le bain de la muscu. D'accord, ouais, t'es parti direct. Comment ça se passe alors tu rentres dans un club de powerlifting direct, de force athlétique, t'as un mec qui te prend en charge, il se passe combien de temps dans tout ça? C'est comme dans un club on va dire un club de gym peut-être quoi, ou un club de sport de combat. Ce qui se passe, c'est que tu vas dans un club de powerlifting, oui, affilié à la Fédération française de force, et tu demandes à avoir une licence. Donc une fois que t'es licencié, t'as ta licence à la FFF et tu peux faire des compétitions. Donc ça commence comme dans tous les sports par les championnats départementaux, ensuite les régionaux, ensuite les nationaux et ainsi de suite. Et j'ai commencé du coup par les premiers pas, c'est la compétition débutant et ensuite les départementaux, les régionaux, etc. Est-ce que c'est toujours pas catégorie de poids, c'est-à-dire que t'arrives, tu t'inscris, t'as X personnes, vous vous enchaînez tous l'un après l'autre et puis à la fin donc vous faites le
la somme des trois, et puis il y a le podium. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça. En gros, on va s'inscrire. Enfin, il va y avoir des passages en fonction du sexe et de la catégorie de poids du coup. Souvent, c'est les femmes les plus légères qui passent en premier pour finir en première pour finir par les hommes les plus lourds et les plus vieux. Et toi, tu peux te retrouver parce que comme c'est en poids et en âge, est-ce que pour le même poids, il y a des catégories différentes en fonction des âges aussi? Par exemple, toi, tu peux te retrouver dans une même catégorie avec quelqu'un qui aurait, je sais pas, 40 ans? Ah oui, bah justement, ça c'est la subtilité. En France, vu que j'ai le niveau, bah je concours en open. Donc open, c'est senior ou l'équivalent de pro comme tu veux. Mais par contre, à l'international, j'ai pas encore le niveau, donc je concours encore en junior. Mais oui, en France, je peux me retrouver contre des gens qui ont 40 ans, etc. Mais là, par exemple, je vais faire les championnats de France et la plupart des gens dans ma catégorie ont plus de 30 ans. C'est quand? Les championnats de France, c'est le 20 mars. 20 mars, dans 3 semaines à peu près. Bah écoute, on espère que toi, parce que ça sera sorti après, l'épisode sera sorti après, donc on espère que t'auras fait déjà une bonne place. Enfin premier, j'imagine que tu veux faire premier, sinon ça Ouais, t'intéresse pas. forcément. Ouais. Bon ben alors qu'on aille s'abonner à ton compte, qu'on aille regarder les résultats, pour le coup ils seront sortis. 3 semaines, alors c'est court ça, parce que c'est quoi, il te manque plus que c'est les préparatifs. Normalement t'es chaud là. Ouais, bah là, en fait, je suis dans la phase d'affûtage. Je suis chaud, oui et non. En fait, dans la méthodologie d'entraînement que j'utilise, là, je suis dans une phase de surcompensation. C'est-à-dire que je vais m'épuiser à un maximum. Donc là, je suis KO tous les jours. À chaque fois que je vais à l'entraînement, j'y vais en traînant des pieds un peu, justement pour atteindre un niveau de fatigue extrême entre guillemets. Et là, sur la dernière semaine, je décharge. Et du coup, mon corps, il aura un niveau de forme très haut et un niveau de fatigue très bas le jour de la compétition. Et j'arriverai au plus fort. Mais d'où l'intérêt, en fait, d'être dans la phase d'affûtage et de vraiment s'épuiser durant cette dernière phase. Ok, et ça c'est un vrai truc qui existe depuis longtemps. Oui, c'est un truc que certains utilisent. Après, il y en a certains qui s'entraînent pas de la sorte. Ils ont un entraînement normal. Petit à petit, ils surchargent. Ils arrivent le jour de la compétition, bah ils surchargent juste. Moi, ma stratégie, c'est vraiment, je m'entraîne normalement pendant toute l'année, on va dire. Et ensuite, quand j'approche de la compétition, j'augmente beaucoup l'intensité et le volume d'entraînement. Et comme ça, je suis très fatigué. Et une semaine avant la compétition, bah je décharge et j'arrive au top de ma forme le jour de la compétition. Ça, c'est un truc que tu as remarqué qui fonctionnait plus chez toi? Oui, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien chez moi. Je l'ai expérimenté sur mes 3 dernières compétitions et franchement, c'est incroyable. Surtout même au niveau de la confiance. C'est-à-dire que là, par exemple, pour donner un ordre d'idée, j'ai à peu près, on va dire, 300 kilos en max au squat. Mais quand j'arrive à la salle et que je sors une barre à 220 kilos, bah, elle m'écrase et j'ai l'impression que c'est mon max, quoi. Et en fait, en utilisant cette stratégie, quand arrive le jour de la compétition, bah tu sors une barre à 220 kilos, t'as l'impression de rien avoir sur le dos. Et c'est un gros pic, ça te provoque un gros pic de confiance parce que tu sais que t'as déjà fait des choses incroyables à l'entraînement en te sentant, entre guillemets, excuse-moi du terme, en te sentant comme une merde. Et t'arrives le jour de la compétition, bah quand les poids ils sont sur ton dos, tu les sens même pas. Donc tu te dis que tu vas sortir des choses incroyables. Il faut quand même un sacré timing, hein, parce que ou alors je sais pas, une certaine confiance aussi, parce que tu dis si jamais ça marche pas, si jamais j'ai pas assez récupéré, ou alors que je sais pas, mon mindset il est pas dans le bon mood, il est pas dans le bon truc, t'as la barre, ça marche pas et tu dis merde, ce que j'ai fait il y a 2 semaines en fait ça marche pas du tout mon truc, quoi. Je suis toujours ça t'est déjà arrivé ça? Ça m'est arrivé une fois, mais c'est parce que j'ai été obligé de décaler mon entraînement, etc. parce que j'étais blessé. Du coup, j'ai testé un protocole un peu improvisé. Scientifiquement, je me doutais que ça marcherait pas. Et je suis arrivé sur la plateforme, en fait, j'étais beaucoup plus dur qu'à l'entraînement. Je me suis dit, ah mince, la journée elle va être longue. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Et ok. Et alors pendant c'est quoi, ces dernières semaines avant la compétition, tu décharges, t'enlèves du poids sur toutes tes barres pour bien récupérer nerveusement, musculairement, tout. C'est ça. Ouais. Du coup, sur les 3 mouvements. Et puis même à côté de la musculation, bah j'essaie de pas faire grand chose.
mais marcher beaucoup pour la récup active. Mais pas trop me fatiguer mentalement, tout ça. Je prends vraiment une semaine pour moi avant la compétition. Et après, le jour de la compétition, c'est parti. Ok. Et ça veut dire que tu m'as dit la muscu là, tu fais des séances de power et des séances de muscu, ou est-ce que tu fais juste ces 3 mouvements et ça veut dire que je sais pas, du leg extension ou des fly ou n'importe quoi, tout ça, ça existe pas chez toi? Si, en gros, là, je suis en phase d'affûtage, donc ça existe pas trop. Là, je me concentre vraiment sur les 3 mouvements, tout le temps en force. Mais avant d'arriver sur les phases d'affûtage, j'ai des gros cycles d'hypertrophie. Et si j'ai beaucoup de rowing, beaucoup de fly, des curls, des extensions triceps, des leg curls, tout ça. Donc j'ai quand même ça. Ouais. Ça te sert à quoi? C'est pour bâtir du muscle et pour bâtir de la force, ou alors pour garder. Enfin, c'est à quel objectif, sachant que toi, ton physique, tu t'en fiches. Enfin, tu t'en fiches pour ta compétition. T'en as rien à foutre qu'il ressemble à ça ou qu'il ressemble à ça. Finalement, ce que tu veux, c'est soulever ton poids, faire le maximum. Après, on parle pas des réseaux, tout ça, mais ça te sert à quoi de la muscu dans ce cas-là? En gros, plus un muscle est gros, plus il est potentiellement fort. Et il faut qu'en fait ton muscle soit le plus gros possible, et toi, il faut que tu sois le plus sec possible en même temps, tout en remplissant ta catégorie pour être le plus potentiellement fort, on va dire. Donc j'ai tout intérêt aussi à faire de l'hypertrophie parce que je rencontrerai rapidement mes limites si je joue que sur le facteur système nerveux pour gagner de la force. Parce qu'en gros, on va dire que là, Ouais. en étant en phase d'affûtage, on me concentre vraiment sur les 3 mouvements avec pas forcément beaucoup de rep range, de fourchettes de répétition d'hypertrophie. Bah, j'améliore mon système nerveux. Mais si je fais ça toute l'année, ça marche pas parce que déjà mon système nerveux il va cracher parce que c'est trop intense, et ensuite parce que j'aurai trop peu de gains en termes d'hypertrophie. Donc il faut créer du muscle pendant une période de l'année. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Et selon la science, c'est un peu la manière la plus viable d'agir. Il faut créer du muscle pendant une bonne période de l'année. Et ensuite, tu optimises cette masse musculaire que tu as pris en te concentrant un peu plus sur les facteurs nerveux. Même si quand tu prends du muscle, tu optimises toujours tes facteurs nerveux. Et même quand tu optimises tes facteurs nerveux, tu prends un petit peu de muscle. Faut voir ça comme un spectre, en fait. C'est pas deux opposés. Je sais plus avec qui j'en avais discuté de ça. À force, bon, il devait y avoir du Rudy Koya aussi, je pense, sur le podcast. C'était peut-être le premier que j'avais enregistré avec lui. Tu connais Rudy? Oui, bien sûr. Ouais, Ouais. en commençant la force, je regardais tous les trucs sur Superphysique. Hein. Rudy, ouais, je connais depuis très longtemps. Et lui-même a commencé comme ça. Hein. Il a commencé par la force au tout départ, avant de basculer dans l'hypertrophie pure et de devenir le monstre qu'il est aujourd'hui. Comme combien tu mesures toi? 1 mètre, tu m'as dit. En fait, ça varie. C'est étonnant. Mais j'ai fait une visite médicale. J'ai fait une visite médicale il y a 2 semaines et j'étais à 1m79. Ok. Et ça, quand tu dis que ça varie, c'est quoi? Tu montes à 1m90 ou tu descends à 1m60 des fois? J'ai jamais vu ça, hein, franchement. Ça pourrait être. Bah, en fait, ma taille varie de 2 cm. Elle est entre 1m81 et 1m79. Et je pense que ça doit être à cause du squat. Parce que parfois, ça peut arriver que le squat tasse les disques. Bien, tu sais, si on se mesure le matin. Ouais. Si on se mesure le matin, bah, on peut être plus petit ou plus grand, je sais plus, que si on se mesure le soir, tu vois. Plus grand, c'est ça. C'est entre tes vertèbres, les disques vertébraux, les intervertébraux, ils captent l'eau, hein, ils attirent l'eau, et alors en fonction de la gravité, lorsque tu es allongé, la gravité s'exerce pas sur ta colonne. Donc il y a une composante à l'intérieur des disques intervertébraux qui fait que ça attire la flotte et les fait un peu gonfler. Et donc quand t'es le matin, d'ailleurs, c'est ça. Il vaut mieux faire si tu veux avoir l'air moins gros ou plus élancé, vaut mieux se prendre en photo le matin. T'es un peu plus grand. En plus de ça, il y a l'eau sous la rétention d'eau au niveau du ventre qui peut être répartie tout au long du corps, tu vois, parce que bon, bref, c'était dans les bouquins de laver ça que j'avais eu ça aussi. Et alors quand tu fais du squat ou quand tu marches ou quand tu cours, évidemment, ça te tasse comme ça et la gravité fait que ça comprime entre guillemets les disques intervertébraux et ça chasse l'eau et donc ça tu perds en taille. Mais 2 cm, en fait, ça me paraît pas énorme. Hein. Ça me paraît pas énorme. Enfin, pas anormal, quoi, en tout cas. Et, donc ouais, je disais Rudy Koya, ou alors c'était peut-être Nicolas Gravis aussi, c'est un vieux épisode, je sais pas si tu le connais, il faisait de l'haltérophilie pendant un bon moment, je sais plus s'il en fait toujours, Nicolas, si t'écoutes ce podcast. Dis-moi. Ah, je connais pas. Nicolas comment tu as dit? Gravis.
Ah non, ça me dit rien. Gravis. J'irai retrouver le numéro de l'épisode que je dois avoir là pas loin. Vraiment dans les premiers. Le 13, le numéro 13 que j'avais enregistré avec lui. Et alors la force, elle a plusieurs origines. C'est la technique. Le muscle aussi, comme tu me dis, c'est pour ça que finalement tu fais de l'hypertrophie, c'est que plus tu vas avoir de fibres musculaires, plus tu vas être capable de développer de la force. Et c'est quoi l'autre? Ah oui, le système nerveux. Mais tu as aussi les connexions intramusculaires. Intramusculaire, c'est ça. Ouais, Intramusculaire, intermusculaire, ouais. C'est quoi exactement? Je me souviens plus. C'est quoi? C'est la coordination, tout ça? En gros, bah, il va y avoir la coordination entre tes muscles et il va y avoir la coordination à l'intérieur de ton muscle, c'est-à-dire ta capacité à recruter des fibres et aussi, il va y avoir aussi la typologie musculaire qui va entrer en jeu. Tu sais, avec les fibres 2B, 2A, les fibres 1. Mais bon, après ça aussi, c'est beaucoup une question de prédisposition, donc c'est un autre débat. Toi, à quel niveau tu t'es intéressé à tout ça? Est-ce que t'as bouquiné, t'as lu plein de trucs, des articles, t'as regardé des vidéos, tu t'es à fond renseigné sur ça? Ou t'as pas voulu aller trop dans la science et dans la théorie, mais vraiment t'entraîner, quoi? Ou alors est-ce qu'il y a un juste milieu? Je suis vraiment beaucoup allé dans la théorie parce que moi, quand je fais quelque chose, j'aime bien tout le temps le faire à fond, mais ça peut être une qualité comme un défaut. Et vraiment, quand j'ai commencé, j'avais 15-16 ans, mais en fait, l'été, au lieu d'aller dehors, bah, je le passais à lire les bouquins de Delavier, faire des fiches, tout ça. J'étais sur Super Physique, je faisais des fiches. Et à force, bah, c'est comme ça que j'ai bâti mes connaissances. Et aujourd'hui, je suis en STAPS, donc ça aide à un peu mieux. Je sais pas si tu connais STAPS, vu que t'es canadien. Je suis pas canadien, je suis français, qui suis expatrié À Montréal. un expatrié à Montréal. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas un accent qui accroche, qui accroche. Je suis désolé c'est pour bien tous ce que les Québécois. Ouais, donc qui accroche l'oreille des Français. Voilà, c'est l'accent. Chacun a son accent, on va dire. Hein, c'est comme ça, on se met tout le monde dans la poche. Mais non, moi je suis français. J'ai fait mes études à Bordeaux, donc je suis de la région. C'est pour ça que quand tu m'as parlé de Albi, je vois l'environnement. Et donc oui. Ouais, et du coup, bah là, je suis en licence STAPS, donc ça m'aide à un peu mieux cerner tout ça. Ok. Et tu veux être... parce que c'est vrai que t'es jeune, quoi, 23 ans finalement. 20 ans, 20 ans. Ah, j'avais compris 23 tout à l'heure. Ah non, 20, ouais. Ah, putain, je me suis mélangé avec tous les chiffres, putain, c'est impressionnant. C'était junior en moins de 23 ans, c'est ça. D'accord, ok, dans les moins de 23 ans, très bien. Et tu veux être quoi, finalement? Tu veux devenir prof de... Enfin, tu veux devenir pro, peut-être? Il y a de l'argent dans ce milieu? Non, pas énormément, mais par rapport à mon avenir, en fait, je suis vraiment dans le flou, parce que récemment, j'ai vraiment eu une grosse expansion sur les réseaux, et ça m'a ouvert des perspectives d'avenir que j'aurais pas imaginé il y a 6 mois ou il y a 1 an. Donc franchement, je sais pas quoi faire plus tard, mais c'est pas dans le sens, pas dans un sens péjoratif, mais vraiment dans un sens, j'ai vraiment beaucoup de possibilités et je sais pas. Mais là, le premier objectif, c'est d'avoir une carte pro pour pouvoir coacher en présentiel, et ensuite pour la suite, je verrai. Et c'est quoi qui t'attire? Vraiment tout, mais c'est surtout bâtir mon truc, bâtir mon empire. C'est-à-dire pouvoir aider des gens, apporter ma pierre à l'édifice dans le sport, que ce soit dans le powerlifting ou dans la musculation. Franchement, en gros, c'est ça. Et du coup, il en découle pas mal de trucs, comme avoir ma salle de sport, pouvoir bosser en partenariat avec d'autres professionnels du sport, comme des kinés, des ostéos, etc. Je t'avais vu avec... T'avais fait une vidéo avec Avner, hein, Road to Saiyan, sur sa chaîne Road to Saiyan. Comment ça s'est passé? En gros, il y a un gars avec qui je parlais parfois sur les réseaux, qui parlait un peu avec Avner. Et Avner, il a dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait corriger mon mouvement au soulevé de terre? Et le gars a redirigé Avner vers moi. Et j'avais fourni une longue réponse à Avner pour lui donner des conseils. Et après, du coup, il est parti voir mon profil Instagram. Il m'a dit, ouais, franchement, t'as un bon niveau, t'as des perfs incroyables. Viens, on fait une vidéo ensemble. J'ai dit, vas-y, je suis chaud. Il me dit, la semaine prochaine, est-ce que t'es là à telle date? J'ai dit, ok, et ça s'est fait comme ça. Et alors, sur le tournage, ça s'est bien passé parce qu'il en dit des conneries. J'aime beaucoup ce qu'il fait.
je sais pas à quoi ça ressemble quand tu tournes une vidéo avec lui. Parce que comme il y a beaucoup de cuts dans ces vidéos, évidemment, sur toute une journée où passer ensemble, il y a 10-15 minutes de vidéo. Donc, alors je sais pas qui s'occupe de faire les montages. C'est hyper dynamique. T'as l'impression qu'il débite 15 conneries à la seconde. Ouais. Et tu te dis, si c'est comme ça toute la journée, c'est, ouais. Il est vraiment comme ça. Il est vraiment comme ça. Il est hyper sympa, mais il est vraiment comme ça. Alors, pour le premier tournage, ça a été vraiment compliqué. C'est-à-dire que j'avais jamais parlé devant une caméra. Et je suis pas Ouais. quelqu'un qui est hyper à l'aise de base devant une caméra. Là, ça va parce que j'ai une chaîne YouTube, tout ça. Mm. Mais de base, j'étais pas à l'aise il y a 2 ans quand on a tourné la première fois. Et il m'a dit va te changer, on va commencer la vidéo plus tard quand on sera détendu tout ça. Je vais me changer, j'arrive dans le vestiaire, j'enlève mon t-shirt, je me retourne, je le vois avec la caméra comme ça. Oh putain, j'étais pas prêt. Mais après du coup c'est passé tranquille. J'avais un peu la pression la première fois parce que j'étais pas très à l'aise, mais au final bah ça s'est bien passé. Ouais. T'avais l'impression de quoi, de pas savoir quoi dire, de pas avoir les perfs habituels, ou c'était quoi qui te... Bah, au niveau perf, ça me gênait pas, mais en fait, j'avais l'impression que mon cerveau, il était sur off quand il y avait la caméra. En fait, j'étais très perturbé et justement, j'arrivais pas à bien exprimer tout mon bagage théorique et j'avais peur de dire une connerie ou quelque chose comme ça, alors que c'est des choses qui arrivent, quoi. Mais c'est souvent ça quand on fait les premières fois devant la caméra, on veut vraiment être perfectionniste, on a peur de pas être assez bien, etc. Mais non, en fait, faut laisser couler. Avec l'expérience, on comprend que ça arrive, quoi. Et il y a rien de dramatique. Bon, là, ça va. Ouais, là ça va. De toute façon, on est entre nous. À faire mon truc. Voilà. Puis il y a personne qui, y a personne qui nous écoute, comme j'aime bien dire. On écoute. Et ouais, c'est ce spot. La première fois que j'ai mis la caméra, que j'ai commencé à filmer ces podcasts, parce qu'au départ ils étaient pas du tout filmés pendant au moins plus d'une 50aine d'épisodes. Hein, je crois que c'était c'est 50-60 épisodes que j'ai fait sans filmer, c'était uniquement un podcast audio. Et puis à un moment donné, je m'étais dit tiens, je vais aller les mettre un peu. Enfin, ils étaient déjà sur YouTube, mais je vais aller mettre la caméra. Je vais essayer de les filmer, je vais les mettre sur YouTube. Comme ça va être, ça va permettre aux gens de regarder un peu plus le podcast, parce que un podcast de 2 heures, 1h30, 2 heures sur YouTube qui a pas de son, évidemment, la chaîne YouTube, elle prenait pas, on va dire. Donc j'ai voulu mettre la caméra. Et les premières fois, t'as vraiment l'impression d'avoir elle est juste ici, hein. Avoir cette espèce de projecteur sur toi, Ouais. et tu te dis tout ce que je dis, tout ce que je fais, on me regarde, alors qu'en fait tout le monde s'en fout, quoi. Et le truc, moi, qui m'a aidé à surpasser ça, c'est de me dire, en fait, il y a juste une seule personne qui est en train de me regarder en ce moment. Bon, en l'occurrence toi, mais admettons, on est juste tous les deux, parce que moi je te vois de face avec l'ordinateur. Admettons, il y a juste une personne derrière son ordinateur qui nous regarde, ou qui écoute et regarde le podcast sur YouTube. Et donc voilà, donc je me dis bon, il y a qu'une seule personne, ça va. Et c'est une personne multipliée par le nombre d'audience que t'as, tu vois. Donc ça rassure un petit peu, mais tu finis par t'y faire, ça fait un peu bizarre. Maintenant c'est bon, maintenant t'es chaud, tu peux faire des conférences devant 15 000 personnes sur la force athlétique. Pas encore, je dirais pas encore ça, mais oui, maintenant je suis beaucoup plus à l'aise, quoi. Même à force, en fait, de tourner mes propres vidéos. Là, j'ai fait pas mal de facecam, de vidéos facecam où je parlais tout seul pendant 30-40 minutes. Bah, au final, oui, ça va beaucoup mieux et je relativise beaucoup mieux. Comme toi, t'as dit, on parle qu'à une seule, enfin, il y a qu'une seule personne qui nous regarde et ça passe beaucoup mieux comme ça, tu vois. Mais les premières fois, en fait, tu te dis pas forcément tout ça. C'est clair. Il est fort à venir, hein. Je veux dire récemment là. Alors on me l'a demandé sur le podcast une ou deux fois. J'avais fait un ou deux allers-retours avec lui. Je sais qu'il est beaucoup occupé, il a des tournages, il a plein de choses, donc des fois j'insiste pas tant que ça, mais j'espère le recevoir un jour ici là, parce que il a quand même un sacré parcours aussi. En ce moment, il est à fond dans sa période force athlétique. Il a un sacré niveau, non? Toi, professionnel, qu'est-ce que t'en penses? Au squat, je crois qu'il fait pas de squat, mais par contre, oui, très bon niveau au soulevé de terre. Deadlift, ouais. Au deadlift, très très bon niveau. Bah, surtout, moi, ce que je respecte, c'est que il est parti de rien. Quand on a tourné la vidéo ensemble, il avait vraiment aucune technique. En fait, il avait juste vu le mouvement deadlift. Il s'est dit, je vais être fort dessus. Et il a fait vraiment beaucoup d'efforts sur ce mouvement. Et là, de ce que j'ai vu, il se rapproche des 260 en max. Et là, maintenant, il a vraiment une technique clean, quoi.
Donc il est parti de rien, il avait pas d'objectif de compétition ou quoi que ce soit, et il a réussi à faire quelque chose de très bien. Même au développé couché, je connais pas son niveau exact. La dernière fois que je l'ai suivi, je crois qu'il avait 117 kilos, 8 répétitions. Donc c'est très très bien pour quelqu'un qui fait pas de compétition. Donc oui, sacré niveau. Et même physiquement, il est devenu bien clean et il est devenu massif. Tu le coaches? Tu l'as coaché? T'as voulu le coacher? Non, je le coach pas, il a son coach, mais par Ouais. contre quand on a fait des vidéos ensemble, bah je lui ai apporté des correctifs techniques Hmm. qui l'ont aidé. Et on a fait 2 vidéos et dans les 2 vidéos, bah je lui ai apporté quelques correctifs techniques et ça l'a aidé à progresser, mais c'était juste dans la partie technique et la partie théorique avec la programmation tout ça, je fais pas. C'est pas moi qui m'en occupe. Ok. Parce que il avait été pris en charge par Kylian, si je me souviens bien. Kylian Hagen, ouais. Kylian Hagen, ouais, et il avait eu un bon physique. Alors, il avait à un moment donné parlé un peu justement de cycle de progression, tout ça, et c'était ce qui avait mis la puce à l'oreille à pas mal de monde sur son coach. Je m'étais demandé à un moment donné, est-ce que c'est pas Rudy Koya qui est le coach? Je trouvais ça. Et puis, non, finalement, avec Kylian. Je sais pas s'ils se connaissent les deux, tiens. Et Kylian, que j'avais eu la chance de recevoir aussi, j'avais fait un super épisode avec lui, qui a beaucoup plu. J'ai pas les numéros. Hein. J'essaierai de trouver les épisodes pour ceux qui nous écoutent, qui découvrent ou qui n'ont pas écouté les épisodes que j'ai mentionnés. Je les laisserai dans la description du podcast. Il y aura les liens pour aller retrouver chaque épisode auquel je parle. Et c'est un truc qui se fait de plus en plus, là, tu sais, les espèces de collaborations comme ça, tiens, c'est lui qui me coach, sans forcément de rémunération, mais ça va gagner un truc de visibilité, tout ça. C'est un truc que, je sais pas, tu as pensé, alors pas forcément avec lui, mais... Ouais, j'y ai pensé, là. J'avais 2-3 noms d'influenceurs, entre guillemets, en tête et dans mes DM, du coup. Et, Ouais. bon, il y a rien d'officiel, là, mais je pense que ça va se faire sous peu. Dans les mois à venir, je vais faire une petite collaboration avec un youtubeur. Ouais. Un ou On a le droit certains d'avoir... youtubeurs. on a le droit... J'ai le droit, puisqu'il y a personne qui nous écoute, j'ai le droit d'avoir un indice ou pas? Pour l'instant, j'ai pas le droit de spoil. Bon, ok. Est-ce que tu pourras me donner un indice en privé après ou même pas? Ouais, je pourrais te donner un indice. Bon, ok, je note. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, et Avner, t'aimerais le coacher sur la force ou enfin si tu me dis non, enfin peut-être que t'auras pas envie de venir non, mais je veux dire, tu as déjà pensé ou c'est un truc qui te plairait? Je sais pas ce que du coup si nous Franchement, j'aimerais bien coacher énormément de monde sur la force. Donc, ouais. si tu me sors le nom d'Avenir, oui, évidemment. Après, lui, il a déjà son coach et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien ensemble. Mais oui, le profil d'Avenir, oui, forcément, c'est un profil qui m'intéresserait. Ok. Et donc, à quoi ressemble alors, tu m'as parlé un peu de l'affûtage sur tes préparations de compétition. Quand t'es en dehors des compétitions, quand t'en as pas une qui arrive dans les prochaines semaines, à quoi ça ressemble un entraînement en powerlifting, en force athlétique pour progresser? Est-ce qu'on est sur un peu comme en muscu, de la surcharge progressive? Chaque semaine on met plus? Est-ce qu'on s'entraîne tous les jours? Parce qu'il y a que 3 mouvements, donc il faut aussi récupérer. Comment ça s'organise tout ça? Alors, ça ressemble énormément, enfin mon programme personnellement en phase en off-season, c'est comme ça qu'on appelle la période où on est loin d'une compétition. Mon programme il ressemble énormément à un programme de musculation. En fait, je me concentre sur mes points faibles durant le off-season, ce sur quoi je peux pas forcément bosser en période d'affûtage. Et souvent je me sers du off-season pour bâtir du muscle. Donc bâtir du muscle sur mes points faibles, ça peut être le dos, les ischios. Et il y a vraiment beaucoup de volume d'entraînement. Donc la surcharge progressive à mon niveau, je peux pas me permettre de rajouter 2,5 kilos chaque semaine. Donc j'essaie de faire une surcharge progressive en rajoutant par exemple une série, en rajoutant une répétition, en rajoutant de la fréquence. Donc en passant de 2 à 3 squats par semaine et du coup en profitant pour ajouter un peu plus de volume d'entraînement. Et voilà, petit à petit comme ça, je me bâtis une bonne capacité de travail. Et du coup ça me bénéficie quand je rentre sur une période d'affûtage parce que j'ai une meilleure capacité de travail et comme on disait tout à l'heure, j'ai une j'ai plus de masse musculaire et du coup j'ai plus de potentiel nerveux. Et ça, combien de temps dure l'affûtage? Moi mon affûtage il dure 6 semaines à chaque fois. Donc pendant 6 semaines, tu grimpes sur les barres, tu fatigues ton organisme, ton système nerveux à fond avant la dernière semaine de faire un stop, hein, c'est ça?
C'est ça. Donc en gros, si tu prends un plan sur une saison, on dit que Hum, la dernière semaine de la saison, c'est la semaine de compétition. Grossièrement, moi je vais partir sur 8 à 12 semaines de off-season, si on veut. hum. Après, je vais partir sur environ 6 à 8 semaines de programme vraiment axé force, un peu plus spécifique, c'est-à-dire un peu plus penché sur le squat, le bench, le deadlift, et un peu plus avec des rep range un peu plus bas, des fourchettes de répétition un peu plus Mhm. basses. Et ensuite, je vais partir sur 6 semaines d'affûtage. Ça veut dire que pendant tes premières semaines, t'es plus sur la construction musculaire que sur. Mais tu travailles quand même la technique sur Oui, les trois mouvements de base. en fait, la technique, dans ma façon de voir l'entraînement, la technique, elle se travaille toute seule, entre guillemets. À force de pratiquer, faut que tu sois conscient, en fait, de tes points forts et de tes points faibles sur le mouvement. Par exemple, si tu n'arrives pas à installer de la tension en bas du mouvement, bah, Mhm. peut-être que tu vas faire plus de séries, mais tu vas faire des séries plus courtes, ou tu vas te concentrer sur le fait d'installer de la tension sur le bas du mouvement. Et c'est comme ça que tu vas bosser la technique. Ou bien tu vas le faire tes mouvements en tempo, tu vas ralentir le mouvement pour bosser la technique, par exemple sur la partie basse. C'est un exemple. Et je travaille la technique en exécutant les mouvements de base, en faisant du squat, du DC, du deadlift. Et oui, je vais me concentrer sur ça durant le off-season. Ok. Est-ce que tu t'es déjà blessé Alors là, oui. Après, sur le haut du corps, je dirais que j'ai surtout eu des bobos, genre contracture trapèze, tendinite au bras, mais ça arrive à tout le monde, même à des pratiquants lambda. Et par contre, sur le bas du corps, j'ai eu une grosse blessure un peu avant les championnats de France de l'année dernière et au championnat de France du coup. Je pense que je me suis déchiré l'adducteur. Après, j'ai jamais eu de Confirmation. diagnostic, ouais, de confirmation. Jamais objectivé, quoi. Mais en tout cas, douleur très 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 vive. Genre, T'as vu le je le médecin? souhaite à personne. Ouais, ça doit faire mal. Oui, j'ai T'avais vu le vu le médecin. médecin? J'ai vu Ouais. le médecin, le kiné. Ouais, parce que de toute façon, sur une déchirure, il n'y a pas d'examen, à moins qu'elle soit juste énormissime. Bon. Ouais. Et alors, comment c'est quoi? Sur un squat, tu descends et c'est. Comment ça s'est. Ou sur un soulevé de terre, c'était comment? Bah, en fait, de base, vu que je suis en STAPS, on fait pas mal de sport. Et une Ouais. fois, en judo, bah, j'ai tenté une projection sur quelqu'un. Même si je trouve ça un peu idiot de faire du sport à côté alors que t'es sportif de haut niveau, mais bon, ça, c'est un autre débat. J'ai tenté une projection sur quelqu'un et je suis pas hyper avancé sur le judo. Et du coup, mon pied, il est resté dans le sol. C'est une erreur technique que j'ai faite. Et mon adducteur, il a tiré. Et je pouvais plus marcher pendant presque 2 jours après. Ah, donc Et tu t'es prêt. pré-blessé, quoi. Ouais. Et du coup, je me suis un peu rééduqué, j'ai réduit le volume d'entraînement, tout ça, et la douleur, elle était plus là. Mais après, dès que je montais un peu mon volume d'entraînement, pour arriver sur des volumes d'entraînement sérieux, sur une phase de force, bah, je recommençais un peu à avoir mal. Et Hmm. du coup, quand je faisais ma préparation en championnat de France, dès que je suis rentré dans ma phase d'affûtage, j'ai commencé à mettre beaucoup de volume d'entraînement. Bah, j'ai eu vraiment très mal. Et j'ai essayé de me conserver un peu, faire comme je pouvais, bricoler avec les moyens du Tu bord. consultais quand même, t'essayais de voir qu'est-ce qui allait pas à Oui, ce oui, moment-là? Ou t'étais blessé? je suis parti voir un kiné. Il me donnait des Ouais. exercices de rééducation à faire. Je lui Hmm. expliquais la situation dans laquelle j'étais. Il trouvait que c'était une situation délicate quand même. Un peu merdique même. Ouais, T'as mal, mais t'as la compète qui arrive, c'est un peu. Ouais. c'est ça, c'est ça. Bah, je suis arrivé le jour de la compétition. J'ai fait mon premier squat. J'ai eu hyper mal. J'ai fait le deuxième squat. Au deuxième squat, je te montrerai la vidéo après. Hmm. Même si tu veux l'intégrer dans la vidéo, j'ai lâché la barre au squat. Quand je suis arrivé en On la bas, retrouve sur ton Instagram, celle-là? non, je l'ai pas mis sur Instagram celle-là. Ok, bah tu m'enverras le truc après. Donc, t'as lâché sur le Ouais. soulevé de terre, non, Non, sur sur le squat. le J'étais squat, sur le tu lâches squat la comme barre en ça. arrière. Je suis descendu en bas. Et Hmm. quand je suis remonté, j'ai eu une énorme douleur dans l'adducteur. J'ai lâché Ouais. la barre, je me suis attrapé la cuisse alors que j'avais 282 kilos sur l'arrière d'épaule. Mais c'était un Hmm. réflexe en fait. Hmm. Ouais. Et heureusement, il y avait les spotters derrière qui ont attrapé la barre, tout ça. Mais ouais, donc très 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 grosse douleur. Mais sur le jour J, bah l'adrénaline, ça peut faire n'importe quoi. Parce que sur le jour J, je suis repassé au squat après. Juste après ça, tu t'es dit quoi? J'étais mal placé, c'était un coup de malchance, ça. C'est quoi que tu. Bah juste après ça, je me suis dit bah c'est mon adducteur qui m'emmerde quoi. Et je me suis dit oui, gros coup de malchance,
Mais je suis obligé de retenter parce que sinon, je vais pas gagner le championnat de France. Et je sais pas, et là, j'étais trop déterminé. Ouais. Pardon? Et tu crois dur comme fer que sur la deuxième fois, t'auras pas mal? Tu te dis, allez, la deuxième fois, ça va passer. Ah bah, je me suis dit, je serre les dents et je me suis dit, ça va passer parce que avec le mental, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses et je me suis dit, ça va passer. Si ça passe pas, je meurs. Genre des fois quand j'ai pas le choix, je me dis ça sous les barres. Je me dis si je remonte pas, je meurs. Je me dis qu'il y a pas de spotter pour m'aider. Et du coup, je suis parti en dessous, je me suis dit si je remonte pas, je meurs. Donc j'ai eu hyper mal, la rep elle était hyper lente, mais je l'ai passé. Ah, t'es quand même passé. Et alors, où c'est que ça te fait mal? Parce que tu me dis l'adducteur gauche, tu le sens en arrière de la cuisse quand même, un peu en arrière, ou plutôt vraiment à l'intérieur? Justement, j'étais pas sûr que c'était l'adducteur parce qu'en fait, il y avait l'adducteur, c'était soit l'adducteur, soit le sartorius. Donc c'était sur l'intérieur et un peu sur l'avant. D'accord, ouais, le sartorius qui fait vraiment le couturier. Ouais, c'est ça. C'était vraiment le trajet du sartorius. D'accord. Et alors, t'as jamais su finalement, parce qu'une fois que tu t'es fait ça, t'as fait quoi? T'as arrêté, t'es allé voir le kiné, il t'a fait des tests? Ouais, et j'ai fait une échographie, mais c'était après, j'avais quasiment plus mal, mais j'avais toujours une douleur qui restait derrière, mais je pense que c'était un peu plus dans la tête entre guillemets. Et du coup, je suis parti chez le médecin, il m'a fait une échographie et il m'a dit bon en fait t'as rien, t'es en pleine forme, et adducteur sartorius t'es en pleine forme. Je me suis dit bon bah c'est à moi de bosser sur la douleur. Et là maintenant? Là T'as maintenant toujours bah mal? non, non, plus rien. Plus rien. Bon, à part ça, t'as eu d'autres trucs? D'autres blessures? Bon, t'es encore jeune, tu me dis. Enfin, je te souhaite pas d'avoir des blessures, hein, mais je veux dire. Mais non, j'ai pas eu d'autres blessures. En équipe de France, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont eu plusieurs hernies, mais des hernies qui leur ont fait mal. Mais je pense être un miraculé entre guillemets parce que j'ai jamais eu de gros trucs à part ça. Et encore, ma blessure à l'adducteur, en fait, elle venait du judo, elle venait pas de la force. Qu'est-ce que t'as remarqué toi sur tes collègues ou les mecs avec qui tu t'entraînes, les blessures qui reviennent le plus souvent ou ce qu'ils ont eu le plus ou un truc qui t'a Euh, marqué? Lumbago et surtout sciatique en fait. Enfin, ça découle du lumbago, sciatique, cruralgie. Ça descend dans les jambes et même hernie cervicale avec des atteintes nerveuses parfois, du mal à contrôler les bras, les doigts, tout ça. C'est franchement c'est pas une partie de plaisir, mais je suis bien content que ça me soit jamais arrivé. Et c'est fréquent ça chez les pratiquants? Bof. À haut niveau, ouais, je pense que c'est fréquent. Si tu prends 10 pratiquants à haut niveau, je pense qu'il y en a 3 qui ont déjà eu ça, 3 4. Je pense que c'est le fait de forcément d'amener de la compression. Bah, déjà la barre qui te tasse d'une certaine manière. Déjà pour les lombaires, même pour les cervicales, tu me diras, parce que t'as la barre sur les épaules au niveau des trapèzes, donc et puis tu dois contracter fort les trapèzes supérieurs, le cou, les scalènes, enfin tous les muscles que tu as autour ici là. Ouais, ouais. Je suis pas un spécialiste forcément, mais j'imagine que c'est le processus par lequel ça doit faire mal. Parce que toi, la barre, alors tu vois, j'y pense, c'est ta low bar, high bar en fonction de, c'est pas, y a pas, tu mets ta barre au niveau des trapèzes un peu plus bas si tu veux dégaler le centre de gravité, tout ça. En fait, c'est en fonction de tes préférences et de ta morphologie. Moi, personnellement, je suis en low bar, donc je pose la barre sur mes deltoïdes postérieurs. Après, il y en a qui sont en high bar, donc ils posent la barre très haute. Ouais. C'est ce qu'on appelle justement en français le squat nuque. Ils la posent sur les trapèzes là. Ouais. Moi, je la pose un peu plus basse. Ouais, en low bar, en barre basse. Donc, quand tu fais le mouvement, t'as un peu plus de, j'imagine, c'est ça, t'as plus d'extension enfin, tu fais un travail plus sur la hanche que sur les genoux. C'est ça. Ça décale le centre. Ouais. Ouais. Donc, t'es plus fort sur les fessiers que sur les quadris. C'est ça, exactement. Je suis un peu plus sur la chaîne postérieure que sur la chaîne antérieure. Ok. Et alors la ceinture, tu la mets à chaque fois. C'est quoi ton avis sur ça? Parce qu'on entend de tout. La ceinture, donc lombaire, il faut pas la mettre tout le temps parce que ça te fait pas renforcer les lombaires. Il y en a qui disent non, faut la mettre tout le temps parce que même avec la ceinture, t'as quand même, tu pousses dessus, donc t'as ton transverse qui travaille quand même. Et puis ça permet d'éviter enfin d'être bien gainé. C'est quoi ton avis sur ça, toi? Dans la littérature scientifique, d'après ce que je sais, il y a rien qui prouve que mettre la ceinture souvent ça affaiblit ton gainage. Moi, je dirais qu'on peut mettre la ceinture
À partir du moment où on sait exécuter les mouvements d'une manière sécuritaire sans ceinture. Et la ceinture, je la mettrais pas personnellement sur mes premières barres de chauffe, de manière à solliciter un minimum le grand droit et le transverse, et même un peu plus la chaîne lombaire. Et je mettrais la ceinture proche de mes séries de travail. Mais parce que j'ai souvent cette question, pour ceux qui veulent savoir à partir de quel moment on peut mettre la ceinture, bah c'est quand on sait exécuter les mouvements de manière sécuritaire, sans la ceinture, en gardant le dos stable, fixe sur tous les mouvements, du coup sans le cambrer ou sans l'arrondir sur les mouvements. À partir de là, je pense qu'on peut se permettre de mettre une ceinture de force. Ouais, c'est-à-dire que tant que tu sais pas faire un minimum les mouvements, Ouais, tu t'entraînes sans et tu la mettras plus tard. Tu la mets pas dès le début, quoi. C'est ça, ouais, parce que sinon on part sur des compensations, on part sur un mauvais apprentissage du mouvement, et au final, en fait, on prend plus de retard que d'avance. Ouais. C'est un peu comme, j'ai une image à la con, mais tu t'as déjà vu les femmes girafes? Tu sais, en Afrique? Au Kenya, par exemple, avec les trucs autour du cou. Ouais. Ouais, elles se mettent des anneaux autour du cou de plus en plus comme ça, et en fait, ça fait, ça agrandit le cou, et ce qui fait que elles ont plus les muscles pour tenir comme ça, et si tu leur enlèves les anneaux, enfin je sais pas comment on appelle ça, le collier, t'as le cou qui se barre, et puis clac, elle meurt. Enfin, j'ai déjà entendu ça. Je sais pas si c'est une légende ou pas, mais je pense que le fait d'avoir agrandi le cou comme ça, t'as les muscles qui sont plus jamais utilisés, ils sont faibles, et donc si t'enlèves, forcément ils arrivent plus à tenir la tête. C'est un peu une image à la con, mais avec la ceinture, j'imaginerais que c'est un peu la même chose. Si tu débutes avec la ceinture, que tu la mets directement, tu travailles pas ton gainage suffisamment, et donc si c'est comme si t'étais fort sur tout le reste, mais t'as pas le gainage, et si t'enlèves la ceinture, au moment où tu fais un squat classique, t'auras pas les lombaires assez solides, t'auras pas les... C'est ça, surtout que tu vas compenser, quoi. Tu sauras pas comment faire tes mouvements sans la ceinture. Et ouais, tu vas compenser. La ceinture, en fait, ça va devenir une partie de ton corps. Et c'est pas ce qu'on recherche. Ok. Est-ce qu'on te demande souvent comment je fais pour devenir fort? Tes amis ou les proches qui savent que tu soulèves énormément de charges, est-ce qu'ils te demandent, tiens, comment je fais pour devenir balèze sans forcément faire de la force athlétique? Moi, j'aimerais être fort. T'as pas des astuces à me donner? Fort, je dirais fort pourquoi? Parce qu'un boxeur, il va me dire comment je fais pour être fort, ce sera être fort pour frapper fort. Un déménageur, il va me dire comment faire pour être fort, ce sera pour porter des cartons. La force, faut savoir ce qu'on veut dire par la force et dans quoi on veut la transférer. Du coup, on va pas travailler de la même façon en fonction de notre objectif. Si on veut être fort au sens global du terme, je dirais il faut faire du strongman. Mais en deuxième position, je mettrais faire de la force athlétique parce que ça se transfère quand même pas mal à beaucoup d'autres activités. Mais pour être fort, oui, faudrait faire du strongman, c'est-à-dire faire beaucoup d'exercices qui mettent en jeu la poigne, beaucoup d'exercices qui mettent en jeu le gainage, qui mettent en jeu le gainage du coup pas seulement au niveau de la ceinture abdominale, au niveau du cou. Surtout bosser beaucoup les jambes, parce que souvent la force elle vient des jambes. Même en boxe, quand il tape, la force elle vient des jambes, et aussi de la rotation de buste du coup, donc du transverse et du grand droit et des obliques. Mais ouais, voilà, en gros c'est ça. Hein. Faut pas forcément faire du squat, du bench et du deadlift, même si le deadlift peut beaucoup servir. Toi, la force, le strongman, ça t'a jamais chauffé? Non, pas vraiment. Même le strongman, je suis pas très renseigné sur leur façon de faire les compétitions. Je sais comment ils s'entraînent, tout ça, parce que j'ai un peu échangé avec Tengo. Tu vois qui c'est? Ah bah, je vois très bien qui c'est. Ça va faire 1 an qu'il me dit t'inquiète, on va s'enregistrer cet épisode. Tengo, il est toujours occupé. Oui, bah j'ai mangé avec lui il y a pas longtemps suite à l'event Nutrimuscle, et on avait discuté strongman. Ouais. Mais oui, du coup, Tengo il m'expliquait, ouais, je vois comment s'organise l'entraînement, mais les compétitions, je vois pas très bien, et je trouve que c'est un peu flou, c'est pas hyper développé en France tout ça, donc je me suis jamais vraiment penché dessus. Et même j'ai l'impression que pour les gens maigres comme moi, il y a pas vraiment la place. Enfin, ça intéresse personne, parce que de ce que j'ai compris, c'est moins de 105 et plus de 105 les catégories.
Et toi, t'as remarqué que t'étais plus fort que... alors c'est difficile parce que t'as toujours été plus fort. Déjà à 15 ans, tu soulevais plus lourd que ton pote qui s'entraîne depuis un an. Mais est-ce que tu vois que t'es plus fort dans la... Je sais pas, quand il s'agit de... des exemples à la con, quand il s'agit de déménager, de porter un truc, je sais pas, de tirer un camion. Je sais pas si tu tires des camions. Que ton entourage, que les gens autour de toi. Ouais, ouais, quand même. Parce que par exemple, s'il s'agit de pousser une voiture, quand il y a besoin de la faire démarrer, quoi, j'ai pas trop de difficultés. Enfin, je suis stable sur mes appuis, je sais comment transférer mon gainage, être stable dans les épaules et pousser. Quand il s'agit de, je sais pas, par exemple, monter des courses ou monter des valises ou quelque chose comme ça, je peux monter 3 étages d'une traite sans trop me fatiguer. J'arrive à prendre pas mal de trucs. Par exemple, même pour les packs d'eau, c'est tout con, mais j'arrive à prendre genre 2 packs d'eau dans une main. Après, il faut pas forcément faire de la force pour faire ça. Mais voilà. Donc ça aide sur des petits trucs du quotidien. C'est sûr que quand tu transportes à chaque fois des plaques de 25 entre tes doigts comme ça, quand tu portes les packs d'eau qui font 10, entre 5 et 10 kilos, bah, c'est facile. Ouais, je vois, ouais. Et ça, tu penses que c'est à combien de pourcentage, si tu peux l'estimer, c'est dû à ton entraînement en force athlétique ou juste à ta génétique et t'es juste plus fort de base que tout le monde? Ça, je pourrais pas vraiment le dire parce qu'en fait, j'ai grandi en faisant de la force athlétique, c'est-à-dire que ma puberté, elle arrive en même temps que la force athlétique. Donc, je peux pas dire si c'est ma force d'adulte ou si c'est ma force liée à la force athlétique. Mais après, quand j'étais jeune, j'étais quand même déjà plutôt fort. C'est-à-dire, je faisais du foot avant, j'étais en défense centrale et physiquement, je me faisais pas bouger. Il y avait personne qui pouvait me bouger. Je faisais de la boxe. D'après mes partenaires d'entraînement, j'arrivais à taper vraiment fort. Et du coup, je pense qu'il y a une grosse part de génétique aussi. Et je faisais référence aussi à la typologie des fibres tout à l'heure. Je pense que, après ça, c'est un cliché encore une fois, mais je pense qu'en Afrique de l'Ouest, les originaires d'Afrique de l'Ouest ont plutôt des facilités dans ça. Dans les tu viens d'où exactement? Du Ghana. Ghana, ok. Et alors là-bas, ils sont tous plus, enfin, dans cette région, ils sont tous plus balèzes qu'ailleurs, déjà? Ouais, bah, en fait, quand je vais là-bas, je vois des mecs qui s'entraînent vraiment n'importe comment et pas souvent, qui sont vraiment hyper balèzes, comme j'en verrais pas beaucoup ici. Et du coup, des fois, je me dis que vraiment la génétique, c'est très 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 important et je me demande qu'est-ce qui serait justement avec un entraînement très bien organisé ici, avec une bonne diète et tout ça. Ouais, c'est clair. Tu sais, tu les as vus ces vidéos. Alors, je sais pas si les mecs provenaient du Ghana ou d'ailleurs, ou tu les vois. Il y a peut-être un peu de marketing. Tu les vois s'entraîner avec limite du matériel rouillé, tout ça. C'est dans cette région-là? Oui. Tu parles sûrement de Cool Bila Fitness. Je sais pas le nom. Je sais pas le nom, mais je pense qu'on doit tous voir la même chose. Ces mecs qui s'entraînent avec limite à rien. Et puis tu sais, il y a ces phrases, ouais, si eux peuvent le faire, toi aussi, il y a plus d'excuses, tout ça. Bon, je veux bien, mais même avec du matériel, même avec du matériel moderne, si tu veux, jamais j'aurais leur physique, quoi. Ouais, oui. Même avec du dopage d'ailleurs, tu vois. Ouais, bah 90% des gens que j'ai vus comme ça, ils venaient du Ghana, ouais. Pas trop loin d'où mes parents sont originaires d'ailleurs, dans la même région. Et ouais, ils provenaient du Ghana. Et tu m'as dit tout à l'heure que ta famille était plus anglophone. Tu parles de la famille au Ghana ou t'en as ailleurs? Ma famille en France du coup, et ma famille au Ghana parce que le Ghana c'est un pays anglophone. Donc il y a le ghanéen, il y a le dialecte ghanéen qui est la chantilly, mais le Ghana de base c'est anglophone. Ok, je savais pas. Je savais pas du tout. Ok, donc tu parles parfaitement anglais, français. Tu parles aussi le ghanéen? Oui, je parle ghanéen, même aussi bien que le français, quoi. Enfin, le ghanéen, c'est ma langue maternelle. Je parle français et anglais, je dirais pas parfaitement, mais je comprends tout, quoi. Juste quand je m'exprime, c'est pas forcément aussi fluide qu'un natif du Ghana, mais ça va, je me débrouille. Ok. Et toi, t'es né en France ou t'es né là-bas et ensuite t'es venu en France? Comment ça s'est passé? Non, mes parents sont nés là-bas, mais je suis né en France. Ok. Et t'y es retourné un peu de temps en temps? Ouais, j'y suis allé 4-5 fois. 4-5 fois en famille. Comment c'est la force athlétique? C'est connu la force athlétique là-bas? Le powerlifting, voilà, la discipline. Ouais, ça va, c'est plutôt connu. Ils ont une fédération là-bas. Ouais, ils ont pas mal de compètes. Après, je les ai pas encore croisés dans une compétition internationale.
Peut-être à cause du Covid, parce que la dernière qu'on a faite là, c'était en 2021, fin d'année 2021. À cause du Covid, il y a certaines nations qui sont pas venues. Ouais. Mais oui, il y a une fédération là-bas. Mais par contre, le bodybuilding là-bas, c'est beaucoup plus connu. La force athlétique, c'est encore peu connu, mais la force athlétique, c'est quand même présent. Et toi, finalement, quand on voit le physique que t'as, parce que tout à l'heure je disais que c'était pas ta priorité, certes. Après, ça t'aide à avoir le muscle plein enfin plein et pas forcément plein, mais développer, ça t'aide à développer de la force. T'as quand même un physique, quoi. Je veux dire, on te voit sur les réseaux, le mec qui n'y connaît rien, et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui doivent faire l'amalgame, ils doivent te dire ah, tu fais de la muscu. Toi, t'es un mec, tu fais de la gonflette. Alors que déjà, de un, bon, la gonflette, ça n'existe pas. Et de deux, c'est même pas ça que tu fais. Mm. Ça fait rager pour tous ceux qui essayent d'avoir un bon physique. Bah après, en termes de volume d'entraînement, bon, j'en fais pas autant qu'un bodybuilder. Par exemple, je fais pas autant, j'ai pas un volume d'entraînement aussi important qu'un bodybuilder sur ses exercices d'isolation, mais j'ai Mhm. quand même un énorme volume d'entraînement. C'est-à-dire que quand tu vas faire 22 séries de squats par exemple par semaine, bah Ah ouais. c'est sûr que tu vas avoir des énormes quadriceps. Un énorme bas du corps. Et quand tu vas faire pareil 25 séries de développé couché par semaine, c'est sûr que tu vas prendre des pecs, tu vas prendre des triceps, des épaules, Mhm. et c'est sûr qu'il va y avoir le muscle qui va suivre. Et donc moi, c'est pour ça que je dis que la muscu et la force athlétique, c'est pas diamétralement opposé. En fait, faut voir ça comme un spectre. Genre, tu peux passer de la muscu à la force athlétique, quoi. Mais c'est pas... Enfin non, tu peux pas passer de la muscu à la force athlétique. C'est en fait tu te situes sur le spectre à chaque fois. Ouais, je vois. C'est à une extrémité, t'as la force absolue, admettons, sur le one rep, et puis de l'autre côté, t'aurais une série interminable à visée métabolique, comme on dirait, ou ce genre de truc, quoi. C'est ça, ouais. Hmm. T'as le 4 fois 15 aux élévations latérales. 4x15, déjà, c'est ce que tu fais? T'as dit quoi? C'est ce que tu fais pour avoir des épaules bien pleines et. Non, non, en plus, je fais pas ça, non. Ça, je faisais référence à l'extrême sur le spectre de la muscu. Ah, le Avec, 4x15. Ah ouais, 4x15 ou même 4x30 ou série en fonction ouais. de comment on s'entraîne. Sur le Gundil, ça serait plutôt du 4x20 000 sur des séries dégressives qui s'arrêtent jamais. Avec les vidéos YouTube sur la poulie. Il continue, il continue, il continue. En cas de perte de motivation d'entraînement, un bon petit tour sur l'Instagram de Michael Gundil ou sur sa chaîne YouTube, ça peut redonner un peu d'essence, hein, un peu de fuel. Quand tu vois comment le mec s'arrache quand il travaille, tu te dis, bon, là, faut arrêter les conneries, là, faut s'y mettre. Avec ces machines du futur, là. Exact. Tu connais The Panache? Tu l'as Ouais, croisé? je connais. Oui, je connais, c'est un monde de l'équipe de France. Ouais, lui aussi, là, il a un niveau incroyable. Je crois que récemment, il a fait une compète où il a battu des records, hein. Il est pas dans la même. Record, je Enfin, sais des pas. records. Enfin, c'est records à lui, peut-être. Enfin, tu sais, moi, je mélange tout. Donc, Bah, c'est en euh, 66, du coup, on n'est pas dans la même catégorie de poids, ni d'âge, c'est un open, lui. ok, ouais. Donc, lui, il est dans le adulte, on va dire. Enfin, C'est ça, en t'es adulte senior, aussi, mais en open. en senior, ouais. Toi, t'es encore en junior en international, c'est ça? À l'international, oui, je suis encore en junior, mais en France, je suis en open. Ok. Donc, alors, tu pourrais le croiser sur une compète, mais pas du tout dans la même catégorie, parce que moins 93 et lui, moins 66. C'est ça, bah oui, enfin je le croise sur toutes les compètes, c'est-à-dire que je le croise aux championnats de France, aux Europes, au monde, etc. Parce qu'on fait les mêmes compétitions, mais je pourrais jamais être contre lui. Hmm. Sauf si tu décides de maigrir et de passer en moins 66, quoi. C'est ça, mais bon, avec ma taille, je ressemblerai à ça. Peut-être qu'avec la génétique, il y en a qui font ça, comme ils sont forts, ils descendent grave en poids pour essayer vraiment de passer une ou deux catégories en dessous, et avec leur, je sais pas, leur potentiel, leur système nerveux, d'essayer de battre, un peu comme une espèce de c'est pas une triche, mais presque, quoi. Ouais, il y en a qui jouent sur ça. En gros, qui vont perdre du poids pour aller dans des catégories beaucoup moins compétitives, pour pouvoir gagner plus de titres, tout ça. Ouais. Je dirais pas que c'est une triche, c'est une façon de faire à laquelle j'adhère pas forcément parce que je trouve que c'est pas intéressant. Si tu te mets dans le dur pour justement aller dans une catégorie où t'affronteras personne, je trouve que c'est pas tellement l'esprit du sport. Mais ouais, il y en a qui font ça.
Hmm. Comme ceux qui ont, il y a certaines compétitions de bodybuilding là où tu vois, ils sont deux ou trois. T'as fait combien? Bah, j'ai fait premier ou j'ai fait deuxième. Ah super, on se dit combien? Deux dans la catégorie. J'avais ça. Non mais c'est toujours louable parce que ça se prépare à une compète, même si vous êtes deux, tu vois. Il y en a, et puis on va se dire c'est toujours un combat contre soi-même, tout ça. J'avais vu une compétition à Biarritz il y a un moment en France, quand j'étais encore en France. C'était l'IFBB, la finale IFBB qui s'était passée là-bas, et comme j'habitais pas loin, on était allé voir avec un pote histoire de voir, et puis on avait pris des photos avec un mec dehors qui avait la cinquantaine, qui était bien, tu vois, qui était à moins de, c'était vraiment un petit gabarit, mais c'était drôle parce qu'il était tout seul dans sa compète. Tiens. Oh putain. Ah. Mais bon, au final, oui, c'est le web et c'est un combat contre soi-même. Après, souvent, dans les compétitions comme ça, c'est pas de leur faute parce qu'il n'y a pas d'autres inscrits. Moi, je faisais surtout référence aux gens qui ont plein d'inscrits, mais qui vont faire exprès de descendre dans une catégorie où il y a personne pour justement faire premier sur un compétiteur. Tu vois. Et juste pour revenir sur le physique, c'est important, toi, visuellement, le physique, t'es content de te voir dans la glace quand t'es esthétique, quand t'es plein, quand t'es sec, tout ça? Ouais. Mais le truc, c'est que la force, c'est quand même ma priorité. C'est-à-dire que si je devais être un peu plus gras pour être plus fort, bah, je choisirais d'être un peu plus gras. Après, si je devais être obèse, ça non, parce que quand même niveau santé et niveau esthétique, peut-être que je me dégoûterais un peu. Mais la force passe quand même avant le physique, toute proportion gardée. Et je vois aussi, tu vois, The Panache, c'est pareil. J'ai pas l'impression qu'il travaille forcément au taquet son esthétique ou quoi. Enfin, je sais pas, j'ai pas encore discuté avec lui. Mais il a quand même, enfin, il a quand même un sacré physique, quoi, tu vois. Bon, peut-être pas comme le tien, mais parce qu'il vient pas du Ghana, peut-être. Mais mais il a quand même un sacré physique, lui aussi, quoi. Donc tu te dis, bah, des fois, tu te dis, tu vois, entre la muscu, comme tu dis qu'entre la muscu et la force, tu vois, c'est un spectre. Non, il y a pas de. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, en powerlifting, quand tu veux être vraiment fort, t'as tout intérêt à avoir un bon physique. En gros, être le plus musclé et le plus sec possible en même temps, en remplissant ta catégorie de poids pour être potentiellement le plus fort possible, quoi. Tu vois? Ouais. Mais ça, en haltérophilie, c'est pas la même chose alors. Parce que je parlais un tout petit peu d'haltéro au début. Est-ce que toi, tu connais la discipline ou ça t'a intéressé à un moment? Oui, bah, en fait, au début, j'étais dans un club qui faisait force et haltérophilie à Franconville. Mais non, j'ai jamais fait de compétition d'haltéro ou quoi que ce soit, et je sais pas si c'est la même chose en haltéro. J'ai juste que l'haltéro, c'est beaucoup plus technique que la force athlétique. Ouais, c'est ça a l'air parce que t'as les deux mouvements, donc le clean and jerk là et l'autre Le snatch. le snatch, voilà. Et c'est vrai que ça a l'air beaucoup plus technique. Mais par contre, en haltéro, tu vois moins de physique aussi, tu sais, aussi sec, aussi bien taillé, tu vois. Bon, je sais pas si c'est biaisé, mais je prends ton exemple et je prends celui de The Panache. Vous avez des physiques secs, musculeux. On voit qu'il y a du muscle. Enfin, je veux dire, il y a une silhouette, quoi. Ouais. Toi, bon, on voit sur ton Instagram aussi, t'as des photos que tu t'es mis sans haut. Attends, sans haut, là, je les ai là sous le. Ouais, parce que notamment une des dernières que t'as sorties. Mais en haltéro, beaucoup moins, j'ai l'impression. Et on voit souvent les mecs qui ont des gros ventres. Bon, peut-être Franchement, haltéro, au je saurais niveau. pas trop me prononcer, mais je pense qu'ils doivent avoir beaucoup moins de muscu dans leur programme. Ouais, c'est moins intéressant. Ok. Qu'est-ce que je vais te... Oui, j'étais sur le... Ouais, sur le utile au quotidien, ça me faisait rire parce que tu me dis important les sacs les sacs de flotte, les packs de flotte, t'as plus de facilité que tes potes, quoi. Ça veut dire. Et c'est quoi ta vision pas de l'haltéro, de la force athlétique dans les années qui suivent? Est-ce que tu as l'impression que c'est un truc qui est en train de gagner du terrain? On le voit avec les différentes chaînes YouTube qui montent, on voit aussi avec l'IA Bavoil, forcément, que tu connais. Euh, pour toi, c'est quoi? C'est le nouveau fitness de demain? Ouais, là j'en suis quasiment convaincu. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir de plus en plus de pratiquants justement à cause des chaînes qui montent. Donc tout à l'heure tu as parlé de The Panache, ma chaîne, celle de bon Lia, elle est pas trop sur YouTube, je crois, mais elle a un gros compte Instagram quand même. Il y a d'autres personnes en fait qui montent dans la force. Il y a même plusieurs entreprises de coaching comme OPT. Peut-être t'as entendu parler, je sais pas.
Non. Ok, Overload Process Training, ouais, qui monte. Et en fait, je pense que le fait, justement, comme on parlait au début, que j'ai fait une vidéo avec Avner, que Avner il fait une vidéo avec The Panache aussi, par exemple, tu vois, ça a servi à démocratiser la force athlétique, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient se tester en max, en compétition, sur le squat, le bench, le deadlift. Mais le problème, c'est qu'ils savent pas que la force athlétique existe. Et petit à petit, ils découvrent l'existence du powerlifting. Et il y a de plus en plus de gens qui s'y mettent. Du coup, les gens veulent essayer. Et on n'a plus le cliché de l'athlète de force. C'est un mec qui a un gros bide et qui soulève en gros. On peut être jeune, stylé et faire de la force, quoi, tu vois. Je pense que t'as raison quelque part. La vieille image qui grogne sur. C'est ça, le mec avec sa Avec des- combinaison, avec plein de poils sur le torse qui grogne, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Le gars avec les poils dans le dos, sur les épaules, tu sais. Ouais, le Yeti. Ouais, avec deux dents. Ouais, non, non, bien sûr. Ouais. Mais tu vois, l'IA qui propulse le truc aussi, l'IA Baval. Alors, je l'avais vu un peu sur quelques trucs et tout. Je l'avais invité, on devait s'enregistrer un podcast. Malheureusement, elle m'a planté le jour même. Donc bon, écoute, tant pis. Mais c'est vrai qu'elle fait pas mal elle fait pas mal elle fait pareil de trucs, surtout de côté féminin, parce que bon, c'est avec elle, il faudrait peut-être en parler, mais a priori, sport de force, tu penses pas forcément aux femmes. Tu vois, alors tu vas me dire c'est sexiste. Ben, je dis c'est sexiste, oui et non. Hein. Je veux dire c'est aussi d'un point de vue testo, d'un point de vue hormonal, les hommes sont plus physiquement compétents pour porter des charges lourdes. Je dis pas de conneries quand je dis ça. Oui, ouais, non, tu dis pas de conneries. Et justement, j'avais ce débat hier avec quelqu'un, et je me disais, je trouve ça quand même vachement surprenant, parce que je trouve qu'il y a énormément de pratiquantes féminines en force athlétique, alors que si j'étais une fille, bah la force, ça m'attirerait pas forcément beaucoup. Parce que Qu'en c'est pas fait, ta compétence de base, ouais. je me dirais, ouais, non, c'est un sport d'homme, ouais, faut être musclé, ouais, c'est un sport d'homme qui grogne, tout ça. Mais ce qui est bien, c'est que ces filles-là, elles sont passées au-dessus du cliché. Et maintenant, il y a beaucoup de filles qui font de la force, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de super. Et c'est quelque chose que je trouve quand même assez surprenant. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui passent au-dessus du cliché. Alors, le fait qu'il y ait autant de femmes dans notre sport, je trouve ça inhabituel et je trouve ça bien, quoi. Et justement, je pense que aussi l'IA Bavoil, elle a joué à démocratiser ce sport aux yeux des femmes. Parce que tu vois, elle fait féminine, tu vois. Et en même temps, elle fait de la force et elle fait des records. Enfin, elle a des sacrés perfs, faut le dire. Et à côté, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui s'identifient à elle et qui disent ouais, je vais être comme elle, je vais être comme elle, et elles veulent être fortes et féminines. Et tu vois, au final, elles s'identifient bien à elle, et ça peut les inciter à faire de la force. Et du coup, elles vont pas se dire la force, c'est un truc de gros barbu, quoi. Moi, je me pose toujours la question, qui de l'œuf ou de la poule, de manière générale, c'est est-ce que, le débat est ouvert, hein, est-ce que c'est parce qu'elles sont attirées, qu'elles vont là-dedans et qu'elles deviennent fortes parce qu'en fait elles ont toujours eu ce potentiel de force et puis voilà, ou alors est-ce que c'est parce que je me suis perdu dans ces trucs parce que je pensais à plusieurs trucs en même temps. Je reviendrai sur ce truc de débat. Toi, ce que tu vois, les filles, elles ont un gros niveau de manière générale par rapport aux mecs. Elles sont encore hyper loin. Évidemment, ça me pas, non. Ça dépend de ce que tu compares. Mais oui, si tu prends le top mondial masculin et le top mondial féminin en termes de charge absolue, oui, il y a rien à voir. Genre les mecs sont beaucoup plus forts que les femmes. Mais les femmes, elles ont quand même des grosses performances par rapport à ce que les mecs lambda pourraient sortir, quoi. Enfin, par exemple, si on reprend l'exemple de l'IA, je connais pas ses perfs exactement, mais je sais qu'elle peut deadlift environ 230 kilos, et ça, tu prends un mec lambda, il le fait pas, tu vois. Ouais. Ok. Ça, c'est évidemment, ouais. Donc, elle a peut-être un potentiel de base, elle s'entraîne, elle s'est arrachée, elle arrive à avoir ses perfs. Ça, c'est clair et net que 230, moi, je pense je pense pas que je les soulève, ça, c'est sûr, tu vois. Enfin, j'en sais rien, je sais pas quoi ça représente, mais c'est sûr que non. Surtout que je m'entraîne pas du tout là-dessus, donc forcément elle est plus balèze que moi et que
que des mecs lambda. Mais Ouais, est-ce c'est que ça. toi, dans ce que tu vois sur celles qui s'entraînent à un niveau qui sont peut-être pas dans le top mondial, est-ce que ça t'impressionne? Est-ce que, enfin, ça Euh, ressemble à quoi leur niveau comparé aux hommes? Ça dépend De ceux encore qui une fois de la s'entraînent. catégorie d'âge et de poids, mais il est, comment dire, je saurais pas trop répondre à ta question parce que ça dépend vraiment des catégories d'âge et de poids, mais Hmm. franchement, les femmes arrivent à avoir rapidement des perfs, du moins sur le squat, enfin surtout sur le soulevé de terre, arrivent rapidement à avoir des perfs qui surpassent celles des hommes lambda qui s'entraînent juste à la salle, quoi, et qui font du soulevé de terre occasionnellement, tu vois. Après, au Je développé vois. couché, elles ont une grosse faiblesse parce que forcément, elles ont pas énormément de muscles au niveau des pecs, des triceps, tout ça, au niveau de la ceinture scapulaire. Ouais, ouais. Et puis on connaît leur attrait à la salle de sport pour plus le bas du corps. Ça aussi, c'est marrant parce que les mecs qui sont plus orientés au haut du corre en termes d'affinité. Tu sais, quand tu vas dans une salle, tu vois les mecs qui font tous les pecs et puis les femmes font tous les jambes. Et alors, c'est toujours marrant de se demander est-ce que c'est parce que les mecs veulent montrer des pecs pour impressionner et les femmes veulent avoir un cul pour mettre sur Instagram, bon, j'exagère, ou alors est-ce que c'est parce qu'elles sont plus fortes donc elles sont naturellement attirées par ça et que les mecs sont plus forts pour le haut du corps et donc sont naturellement attirés par les exercices du haut du corps. Oh, moi, Je je pense que pense ça. que c'est surtout pour faire le kéké, quoi. Genre le mec il veut faire les pecs, enfin quand il rentre à la salle, il veut faire les pecs pour dire ouais regarde j'ai des gros pecs pour faire le beau devant les meufs, tu vois. Mais et après les femmes elles veulent faire le bas du corps surtout pour l'esthétique tout ça et surtout souvent elles ont peur de faire le haut du corps parce qu'elles croient qu'elles vont devenir trop musclées du jour au lendemain. Donc c'est cliché, mais je pense que c'est ça pour chacun des sexes. Et tu vois, c'est toujours marrant, hein, cette dualité entre là, ce que tu viens de dire. Alors, il y a deux trucs qui se battent. Je sais pas si c'est forcément complètement en contradiction, mais d'un côté, il y a ce classique, les femmes vont faire le bas du corps parce que elles veulent pas faire le haut, pour pas ressembler à un homme, pour pas, elles veulent pas être trop musclées, mais par contre elles veulent développer des fessiers qui sont les atouts sexuels féminins classiques qui attirent et les mettre ensuite peut-être en exposition pour certaines sur les réseaux. Donc une pensée hyper clivante entre l'homme et la femme. Et de notre côté, il y a le discours ou la vision du tiens, il y a de plus en plus de femmes dans la force athlétique qui veulent être fortes, qui veulent montrer qu'elles peuvent être aussi fortes que les hommes. Alors c'est marrant, hein. D'un côté, on a tous cette vague où les femmes veulent faire comme les hommes. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, hein, chacun veut faire ce qu'il veut. Et de l'autre côté, on a encore dans les salles toutes ces femmes qui justement ne veulent pas faire comme les hommes, qui veulent pas devenir des hommes. Je sais pas si c'est des questions qui te. Ouais, c'est vrai que je vois ce que tu dis. Je sais pas trop quoi en penser, mais je pense que c'est pas forcément faire comme les hommes ou pas faire comme les hommes, mais c'est plus question de je veux pas être trop musclé ou je veux être forte, tu vois. Je pense que c'est pas forcément par rapport au comme les hommes ou pas comme les hommes qu'elles agissent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors quand je dis comme les hommes, oui, c'est ressembler aux hommes ou en tout cas faire. Mais il y a toujours ce truc-là et c'est l'idée que j'avais parce que je me suis un peu mélangé tout à l'heure quand je dis de la fou de la poule. C'est est-ce que c'est parce qu'elles ont eu l'impression d'être bridées pendant des années sur des sports de force qu'aujourd'hui et qu'en fait elles étaient très compétentes et qu'aujourd'hui comme elles peuvent, elles ont un peu plus en gros de liberté pour faire ces sports-là, ça fait percevoir leurs compétences, ou alors est-ce que c'est juste sociétal et c'est que par défi de vouloir se rentrer dans la société et vouloir être perçues comme fortes, elles vont sur ces sports-là alors qu'elles sont pas forcément plus compétentes génétiquement, tu vois. C'est qu'est-ce qui amène l'un ou l'autre. C'est pas, c'est quoi, je réfléchis tout seul en fait parce que je te pose pas vraiment la question, il y a pas de... Bah, après, ouais, du coup, bah, j'y réfléchis, ouais, je vais me faire mon avis dessus. Hmm. Franchement, je sais pas trop, hein. Je saurais pas dire. Si vous avez des idées, s'il y a envie de répondre à toutes ces questions, peut-être une autre fois. Bon, toi, t'as lancé ta chaîne YouTube à deux personnes, hein, c'est ça, hein. Vous êtes deux Ouais, dessus. on est deux, ouais, avec mon Pourquoi pote ce Clément. choix? Parce qu'en fait, on voulait énormément aborder la théorie sur la chaîne et on voulait séduire un maximum de public. Donc mon pote Clément, il est éducateur sportif, donc il a la carte pro de coach, mais à côté, il est enseignant en activité physique et sportive adaptée. Hmm. Et en gros, il a un champ de compétences que je trouve vraiment énorme. En fait, depuis que j'ai commencé la musculation, je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait un champ de compétences aussi vaste, aussi large. Et
Donc je trouvais que ce serait une énorme plus-value de l'avoir sur la chaîne, tout comme lui il voulait faire sa chaîne et il trouvait que c'était une énorme plus-value de m'avoir moi sur la chaîne en tant que sportif de haut niveau avec mon bagage théorique et mon expérience de terrain. Donc à deux, je trouve qu'on est quand même vachement complet et qu'on arrive à fournir du contenu qui est de qualité. Vous avez pas peur à un moment donné de enfin, vous y avez pensé à ça, pas de cliver votre audience, mais de un peu séparer, un peu comme, tu sais, je pense à Double Dragon Workout, puisque j'avais reçu les deux Double Dragons, justement, il y a pas si longtemps sur le podcast. Géo était passé, pardon, Geoffrey, je dis Géo parce que je vois, était passé sur le podcast, et justement, c'était un peu le truc, c'est difficile à une chaîne à deux, la difficulté, c'est de continuer à réussir à se voir sur le long terme, à faire des vidéos, à peut-être avoir une identité aussi, parce que c'est deux personnalités. Est-ce que vous gérez, vous en avez parlé de ça? Pour l'instant, c'est pas encore. Deux personnalités, je ne sais pas, parce qu'on mise pas forcément sur le lifestyle et la personnalité, on mise vraiment sur le théorique. Ce qu'on montre, c'est vraiment beaucoup de théorique. On fait pas énormément de vlogs qui rentrent dans l'intime, etc. Et je pense que les gens, ils ont pas forcément beaucoup d'attache à nos personnages. L'attache que les gens ont à mon personnage, il vient d'Instagram, et sur Instagram, je suis tout seul. Donc ça, non, j'ai pas peur qu'il y ait un gros clivage sur la chaîne, mais je pense que sur la chaîne, les gens peuvent venir aussi bien pour se détendre que pour apprendre, et on mise pas forcément sur le sensationnel et le vlog, etc. Même s'il y a un aspect détente dans nos vidéos. Donc non, on pense pouvoir rester toujours sur la même longueur d'onde. Ok. Et les vlogs, ça t'intéresse pas? Montrer un peu les compètes, les prépas, tout ça? Si, j'ai fait quelques mini vlogs, tu vois. J'ai montré un peu les coulisses des compétitions. J'ai montré deux trois trucs, quoi. Mais vraiment vloguer comme vloguer chez moi, montrer mon intimité, tout ça, non, je suis pas chaud. Genre j'ai un énorme blocage avec ça. J'en parlais justement la dernière fois que je suis parti chez Bazinga. Tu connais Bazinga? Ouais. La dernière fois que je suis parti chez Bazinga, j'en parlais avec lui. Je lui disais, mais comment tu fais en fait pour sortir 2 vidéos par semaine où tu vlogs, tu racontes ta vie, tu montes ton appart, tout ça. Bon, en fait, lui, c'est naturel. C'est naturel chez lui, il raconte tout. C'est comme si ses abonnés vivaient avec lui. Mais non, moi, je pourrais jamais le faire en fait. Si je filme ça, je me trouverais un peu violé dans mon intimité. Ouais, t'as l'impression que les mecs qui sont dans ton plumard quand tu j'ai l'impression, il y en a un sur mon lit, là, il est dans ma chambre. Il est en train de me fixer. Et ça te met mal à l'aise, hein, les gens qui te fixent dans ton lit, comme ça. un petit peu. Mais ouais, je sais pas. Peut-être que ça viendra avec le temps. Mais montrer vraiment l'intime, je sais pas, c'est quelque chose qui me chauffe pas trop. Je comprends, ouais. En même temps, ouais, mais sur des préparations ou sur ouais, enfin le vlog, après si ça vient dans ta chambre, bon, chacun fait ce qu'il veut, c'est sûr que c'est plus trop un vlog là. C'est pas trop. Mais évidemment que je connais Bazinga, il est assez impressionnant dans sa manière de faire du contenu. Alors je regarde pas tout, je regarde très peu de choses, à vrai dire. Je peux pas tout regarder, donc je regarde de temps en temps ce qui sort, ce qui se fait. Lui, je vois qu'il fait beaucoup de vlogs. J'ai échangé un tout petit peu avec lui aussi par mail. Il est hyper occupé, mais on est censé se faire un épisode un jour. Donc, en tout cas, je suis en contact. J'espère que ça se fera. Ouais, non, Bazinga, très occupé, très occupé. Ouais. Je sens que t'as une anecdote. Il y a un truc. Un truc à me dire. Bon, en fait, je suis pas mieux que lui, hein, donc franchement, je veux pas jeter la pierre. Mais quand on devait se voir pour tourner une vidéo, en fait, on s'envoyait des messages. En fait, ça a pris 20 ans à se faire parce qu'on s'envoyait des messages et le temps de réponse des deux côtés, il était de 10 jours. Et c'était horrible. Limite, en fait, c'est bonjour. Après, bonjour de l'autre côté 10 jours après. Ensuite, ça va. Ensuite, ça va de l'autre côté 10 jours après. Ensuite, on se voit quand? Et en fait, au final, ça se fait jamais. Il est pas hyper accessible quand tu lui envoies des messages. Mais après, moi non plus. Donc, je jette pas la pierre. Mais je dis juste que c'est quelqu'un d'occupé. Ouais, non, je vois. Mais c'est ça, c'est qu'il y en a avec qui ça prend plus de temps et puis tu t'envoies les messages par pigeon voyageur, ça prend 10 jours, c'est ça à peu près. C'est ça. Comme ça qu'ils faisaient au Moyen-Âge, les feats, ils prenaient du temps, quoi. Colissimo, là.
Ouais. Ok. Bah écoute, non, pas trop mal tout ça. Je voulais juste quand même aborder un truc. Un dernier truc, c'est qu'il y a du dopage dans la force athlétique. Obligé de t'en Ouais, parler. ouais. C'est quoi le type de dopage qu'il y a? Bah, ça va pas être le même dopage que dans le ping-pong, c'est sûr, ou dans des sports où ils vont prendre des trucs pour améliorer la concentration. Généralement, les gens qui se font prendre pour dopage, vu qu'il y a les comptes rendus disponibles publiquement sur Internet, ce sera plutôt sur des produits, sur des anabolisants, des stéroïdes anabolisants, genre de la testostérone exogène, tout ça, des produits comme ça. Ouais. Est-ce que il y a des produits spéciaux pour. Enfin, j'imagine que oui, puisque j'en ai quand même parlé. Après, je retiens pas tout, hein, parce que surtout en fonction des discussions et en fonction des choses auxquelles je parle avec certains des invités. Mais Eric Carlesi, que peut-être que tu connais, qui parle pas mal de Je dopage connais dans le pas. bodybuilding. Bon, The Rob aussi, mais on avait un peu moins parlé de produits, mais un petit peu plus du monde dans lequel on est sur le dopage. Euh, Laurent Erasme aussi, on était beaucoup entré dans la fusion interne. On sait qu'il y a des produits qui sont plus orientés force que masse ou que volume ou que quoi que ce soit. Euh, Toi, tu vois des trucs qui tournent. Bon, tu prends rien, toi, on est d'accord. Non, je prends rien, sinon je me serais déjà fait choper il y a longtemps, je pense. Ah ouais, tu penses? Bah, dans ma situation actuelle, ouais, parce qu'en fait, là, par exemple, sur mon téléphone, j'ai une application où je dois dire constamment où je suis, 24 heures Sérieux? sur 24, 7 jours sur 7, ouais. Et si je le fais pas, en fait, je prends un avertissement. Et les contrôleurs, là, par exemple, ils peuvent venir couper le podcast, là, et me dire, va pisser dans un pot en revenant toquer chez moi. Ah ouais, bah, j'espère qu'ils vont pas le faire. Non, je pense là, ça va. Ça, c'est marrant. En fait, c'est comme si t'avais Le bracelet électronique? le bracelet électronique, quoi. Bah c'est ça, ouais, j'ai un bracelet électronique en gros. Et faut pas que j'oublie d'actualiser, faut que je sois là au bon moment quand ils viennent. Et voilà. Et ça, c'est quoi? C'est une condition nécessaire pour quoi? Pour les compètes ou pour l'équipe de France? Pas pour toute l'équipe de France, en fait, la WADA, enfin la FLD, l'agence française, l'agence 1, 2, 3, l'agence française de lutte contre le dopage, elle sélectionne des gens des différentes équipes de France, des différents sports chaque année et elle les met sur liste cible. Liste cible, en gros, c'est une liste où tu auras un certain nombre de sportifs de chaque fédération qui doivent actualiser leur position 24 sur 7. Et voilà, donc moi je suis sur groupe cible et j'ai été placé par la FLD il y a quelques semaines maintenant. Et voilà, depuis j'ai le bracelet. Et là, tu penses que tu vas l'avoir jusqu'à quand? Je sais pas, parce que j'ai parlé avec une membre de l'équipe de France qui a dit qu'elle l'avait déjà en 2017 ou en 2018. Donc je me dis, la sortie c'est pas Ah pour ouais, tout de suite. putain. Donc en fait, si ça se trouve, tant que t'es dans la compète, tu vas peut-être être obligé de dire à chaque fois où t'es, quand t'es. Bah peut-être que je l'aurai pendant 10 ans, ouais. Bah elle m'a dit qu'elle a galéré, elle partait en vacances, elle était au Koweït ou en Jordanie, je sais plus, et il y avait pas d'adresse dans les rues. Et elle savait pas comment indiquer son adresse, c'était un bordel, ou bien des fois elle était au taf, loin de chez elle, et il y avait des contrôleurs allemands qui venaient pour la contrôler. Non, c'est pas donné, c'est pas une partie de plaisir. Mais bon, c'est un mal pour un bien, c'est un mal nécessaire parce que comme ça en fait ça réduit les chances qu'un athlète se dope. Après ça c'est une contrainte à laquelle les athlètes français sont soumis. Je sais pas trop comment ça se passe dans les autres pays, mais je pense pas que ce soit aussi strict. Putain, et les mecs peuvent te demander à tout moment de venir et de pisser dans un gobelet Soit pour prise vérifier de si t'es pas. sang, soit pisser dans un gobelet. Ou les deux. Et ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé une fois, un contrôle comme ça, mais non, deux fois. Mais sinon, non, à part ça... Enfin, moi, j'ai déjà fait... À chaque fois, j'ai fait urinaire, mais j'ai jamais fait de sanguin encore. Mais le sanguin, c'est le plus poussé, c'est le plus efficace. Ouais, c'est là où ils voient le plus les substances que tu peux avoir. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. Et alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les athlètes en France sont soumis, vont à un moment donné peut-être être soumis à cette régulation? Enfin, Bah, cette régulation, c'est pas une régulation, à ce système-là? en fait, quand t'es sportif de haut niveau, bah, t'as de grandes chances d'être soumis à ça. Tous les sportifs de haut niveau ne sont pas soumis à ça. Mais je dirais que là, je pense en France, on doit être 7-8 à être soumis à ça. Sur peut-être 20-25 SHN.
ou un peu plus des SHN. Mais ouais, on doit être 7-8, je crois. Que en force athlétique? En force, oui, que en force athlétique. Je sais qu'il y en a d'autres. J'avais vu une liste sur internet qui traînait. J'avais vu qu'il y en avait pas mal qui étaient dessus. En football, par exemple, j'avais vu le joueur de foot. Je sais pas si tu connais Dayo Upamecano. Non. Ouais, bah c'est un défenseur qui joue à Leipzig, je crois, ou à un autre club, Salzbourg. Bref, je sais plus. Mais en gros, c'est un SHN français qui fait du foot. Et j'ai vu qu'il était sur liste WADA aussi. Question code, mais tous ceux qui sont là-dessus, est-ce que c'est parce que a priori ils sont pas plus ou moins soupçonnés peut-être de prendre des trucs? Si, en fait, t'es soupçonné, mais je pense que t'es soupçonné soit sur dénonciation, c'est-à-dire que sur le site de la FLD, t'as un petit coin sur la page d'accueil, dénoncer un fait de dopage. Donc des fois, il y a des gens qui vont voir ton niveau, qui vont se dire, lui, c'est sûr, il se dope, et ils vont faire une dénonciation alors qu'ils ont pas de preuves. Et si t'as beaucoup de dénonciations, bah t'es mis sur liste, ou bien soit parce que t'es fort. Moi, je pense que c'est parce que j'ai gagné le championnat d'Europe récemment. Ils se sont dit, il faut voir s'il n'y a pas quelque chose de bizarre, et du coup, ils m'ont placé sur liste. C'est pas Avenir qui t'a dénoncé quand même. Ah, je sais pas, c'est peut-être lui. Je sais que je peux pas lui faire confiance, donc. Il est juif en plus, non? C'est pour ça. Ouh là là. Ouh là là. Non, je plaisante. Et je crois qu'il l'est pas. Non, Si, il l'est, il le dit souvent. Ouais. Ouais, c'est pour ça, il faut pas faire. La légende dit qu'il faut pas faire confiance. Moi, j'ai jamais eu de problème jusque là. Donc, ouh là là. on va avoir des problèmes. Cette partie sera pas sur YouTube de toute façon. Elle sera sur les podcasts. Non, mais on plaisante évidemment. Ok, et donc tous ceux qui sont là-dessus, c'est-à-dire qu'ils se doperont pas quoi. Bah après, je sais pas. Je vais pas faire l'avocat de toutes ces personnes-là, mais je dis que c'est pas impossible de se doper quand t'es sur ces listes-là. C'est-à-dire qu'il y a certains athlètes qui sont déjà passés à travers, enfin qui sont déjà passés à travers des contrôles antidopage, comme Armstrong. Parce au final, il utilisait des mécanismes qui lui permettaient d'éviter les contrôles. Là, c'est très difficile parce que je sais que aussi, par exemple, Mike Tyson, il utilisait un faux pénis et de la fausse pisse pour passer les contrôles et pas se faire choper pour cocaïne parce qu'il prenait de la coke avant ses combats. Là, on peut pas utiliser un faux pénis ou de la fausse pisse parce qu'en fait, quand tu pisses, le contrôleur, il regarde ton pénis pour voir si c'est vraiment ton pénis. Putain, et t'arrives à pisser quoi. C'est le mec qui te regarde parce que ça, t'es dans une pissotière et qu'il y a un mec à côté, des fois tu bloques. Là pour le coup, le mec il a les yeux braqués. Non, faut vraiment avoir envie de pisser hein, parce que ouais, t'es pas super à l'aise. La première fois que ça m'était arrivé, genre le mec, j'étais en train de le regarder en mode c'est bon, tu peux sortir maintenant. Et le mec, il était là en mode non, je te regarde. Ah ouais, je suis obligé de regarder quoi. Ouais. Et alors, ça t'a pris combien de temps? Bah non, j'ai pissé direct parce que là j'avais vraiment envie de pisser. Après une compète, j'avais énormément bu. Et là, c'est passé tranquille. Mais sinon, il y avait eu une autre compétition récemment, bah c'était les championnats de France. J'ai eu du mal parce que j'avais pas envie de pisser. Même une autre compétition que j'avais fait avant, j'ai dû attendre pas mal de temps parce que j'avais pas envie de pisser. Mais ouais, et surtout que quand tu sais qu'un mec va te regarder pisser, ça sort moins facilement. Putain, c'est ouf, hein. Enfin, c'est ouf, j'imagine ça doit être marrant. Ce qui veut dire que quand tu dis que c'est pas impossible de se doper, d'utiliser du dopage dans cette, c'est-à-dire comment tu passes le truc pour le coup. Si le mec il te regarde pisser, si ça peut être à n'importe quel moment, c'est en fait tu joues avec le feu. Bah de une, tu peux jouer avec le feu. De deux, en fait, quand les contrôles antidopage ils sont faits, ils te contrôlent pour des molécules qu'ils recherchent, tu vois. Et si la molécule que t'as pris, elle est pas encore sur liste de produits antidopage, bah, en fait, t'as beau te doper, enfin sur liste de produits qu'ils recherchent, t'as beau te doper, ou bien si le produit il est déjà sorti de ton organisme, bah t'es clean, tu vois. Et bon, en gros, c'est ça. Donc, si t'as pris une molécule dérivée, par exemple, disons, je sais pas, je dis de la connerie parce que je sais pas exactement comment ça marche. Si, disons, t'as pris de la testostérone exogène, mais que la molécule, elle est un peu modifiée, mais que ça a toujours le même effet, ils vont chercher un certain type de testostérone exogène dans ton corps. S'ils la trouvent pas, bah, au final, t'es clean, quoi, tu vois. Tu t'en sors clean. Alors qu'au final, bah, tu te seras dopé. Ils vont se rendre compte du truc peut-être un an après, mais toi, tu t'en seras déjà sorti. Après, en force athlétique, je pense pas qu'il y ait de ça. Parce que quand même, ça demande un gros budget.
pour faire ce genre de truc, mais je pense que ce serait pas impossible dans un sport par exemple comme le football où des millions sont en jeu. J'ai déjà lu des affaires comme ça justement avec Sergio Ramos tout ça, mais où des millions sont en jeu, ce serait pas impossible qu'ils aient des chimistes qui leur modifient certains trucs tout ça. Après je sais pas, c'est que des suppositions, mais théoriquement, ce serait possible. Même si oui, ce serait clairement pas évident. Ça t'a jamais tenté? Non. En fait, le truc, c'est que quand tu fais du sport comme ça, et que t'es dans une fédération naturelle, ça demande un gros, comment dire, une grosse bifurcation sur ta déontologie. En gros, d'athlète. Ouais. Tu dois te dire, genre, je concours que contre des gens natis, des gens qui font des sacrifices de gens qui se dopent pas, quoi. Et toi, tu vas partir te doper, tu vas faire les compétitions, mais au final, il n'y a aucun mérite de gagner une compétition, alors que tu as concouru contre 50 personnes qui se sont tuées le dos pendant 6 mois, et toi, tu as pris des produits pour pour sortir des perfs que ça leur aurait pris 2 ans de prépa, tu vois, à avoir. Il n'y a pas de mérite à faire ça. Ouais, mais bon, ça, si l'humain, ouais, je suis d'accord, hein, mais si l'humain marchait au mérite, bon après, ça dépend peut-être l'enjeu financier. S'il y a des millions, on est beaucoup. Ouais, c'est vrai que l'humain est beaucoup plus facilement corruptible. Si c'est juste une coupe avec un pot de whey, comme on voit souvent en musculation, c'est vrai que, et encore, ils utilisent tous des produits dopants, donc tu vois. Il y a aussi une question d'ego, de vouloir gagner. Toi, ça t'a jamais tenté dans le sens où peut-être par l'expérience aussi de dire j'ai un tel niveau déjà génétiquement je suis quand même balèze, en plus je m'entraîne, je fais tout ce qu'il faut, putain j'ai un sacré niveau, alors si en plus j'utilise des petites aides chimiques ou exogènes en tout cas, je pourrais avoir un niveau de fou furieux quoi. Si je me suis déjà demandé en gros quel niveau je pourrais avoir en prenant des produits, mais après le truc c'est que tant que je suis dans une fédération nati, ça me passerait pas par la tête de me dire ouais est-ce que je pourrais prendre ça si ça, genre non, mais et aussi ça m'intéresserait pas de prendre des produits pour prendre un peu pour booster la progression tout ça, genre je pense que si un jour je venais à faire une cure de stéroïdes, ce serait dans une fédération pas testée du coup, et je pense que je prendrais des produits en masse pour vraiment aller chercher ma limite, tu vois, ma limite en tant qu'être humain, en tant que sportif, mais après ça a un coût niveau santé. Ouais, oui. Ouais, justement, j'allais y venir. Est-ce que ça vaut le coup de passer 400 au deadlift, mais de perdre 25 ans d'espérance de vie? Bah là, la question, elle se pose tout de suite, tu vois. Et c'est justement le plus gros frein. Après, il y a des gens qui diront qu'ils sont là qui sont ici pour vivre bien, pas pour vivre longtemps. Chacun son truc. Ouais, chacun son truc, mais enfin, il y a des discours plus cons que d'autres. Après, chacun verra le côté ou l'autre. Et alors, t'as vu des mecs qui avaient pris des produits dopants, toi, ou t'as côtoyé des types dans le milieu où tu t'es dit putain, lui, c'est quand même, tu vois, ce que t'es en train de parler, le côté, c'est pas déontologique, c'est pas éthique, t'as vu des mecs qui en avaient rien à branler quand même là-dedans et qui disaient vas-y, moi, je veux quand même tout gagner, ouais. Bah, il y a pas mal de mecs qui sont déjà fait choper. Tu vas sur le site de la Fédération française de force. Il y a leurs noms qui sont affichés en gros et leur date de bannissement, jusqu'à quand ils sont bannis. Donc oui, il y en a vraiment qui en ont rien à foutre, qui envoient malgré tout. Après, il y a des gens, forcément, tu peux les suspecter, tu peux te dire, avec tes connaissances théoriques, tu peux te dire, lui, il prend un peu les gens pour des cons, mais au final, ça reste juste suspecter quelqu'un. Et ça t'avance à rien de penser comme ça, parce que au final, tant qu'il s'est pas fait prendre, bah t'as pas de preuve qui prend quoi que ce soit. Et je pense qu'il faut pas aussi se focaliser sur ces questions-là. Il faut juste parce que ça t'apporte rien. Il faut juste te dire je vais le battre, qu'il prenne des produits ou pas. Produits ou pas, genre je vais le battre, parce qu'au final il s'est pas fait choper et vous concourez sur la même échelle pour l'instant. Et quand ça arrive, t'es content là pour le coup. Bah s'il se fait choper, oui, forcément, je suis content. Après, non mais je veux dire, si tu le bats alors qu'il est censé avoir une aide, oui, bah forcément. Forcément. Et puis tu sais que là ton travail il a bien payé. Et en plus niveau ego c'est pas mal flatteur aussi. Forcément. T'as parlé avec des mecs comme ça qui avaient déjà j'ai déjà parlé avec des mecs qui avaient utilisé du dopage, mais après avec des mecs qui ont utilisé du dopage dans une fédération testée, non, j'ai jamais parlé avec eux. J'ai déjà parlé avec des mecs qui avaient utilisé du dopage et 100% des mecs avec qui j'ai parlé et qui avaient déjà pris du dopage, en fait, ils étaient pas clairs dans leur tête.
Genre les mecs ils étaient vraiment tarés. Et du coup au C'est-à-dire. final ça donne encore moins envie. Bah en fait tu vois que les mecs après ça dépend. Moi je te parle de ceux que j'ai croisés dans une salle de Ouais. sport, les mecs un peu random tout ça. Mais là, tu parles force athlétique ou toute Ah non là je parle muscu, tout tout sport muscu confondu. confondu. Toute Ok. Bah, ouais toute muscu confondu. j'étais un peu plus focus sur la force athlétique, mais vas-y, continue. Ouais, j'ai déjà parlé avec des mecs comme ça, et en fait, les mecs, tu vois, qui sont hyper nerveux, ils ont du mal à réfléchir. Après, je pense que ça doit dépendre de ce qu'ils prennent, mais tu dis, putain, ils ont sacrifié quand même un gros capital santé, et après, tu te demandes si t'as envie de finir comme eux, tu vois. Après, j'ai des potes body qui prennent des produits et qui sont totalement normaux. Mais les mecs random que tu croises dans les salles de sport et qui disent, ouais, je prends ça, si ça, tu veux essayer, bah, tu vois que souvent qu'ils sont pas clean de leur tête. Ouais. Bon, chacun jugera. C'est quoi cette guerre qu'il y a que j'ai entendu parler entre il y a deux fédérations de force, non, en Europe ou en France ou je sais pas, et qu'il y a la guerre entre les deux. Il y a la WPC et la FF Force. Alors, je suis pas au courant des guerres ou des dramas entre les deux, mais en gros, la WPC, c'est une association de powerlifting, Hmm. et la FFF, la FF Force, c'est la Fédération française de powerlifting. Donc, c'est la fédération délégataire, et c'est celle qui est rattachée au ministère des Sports. La WPC, c'est pas une fédération officielle. C'est une association. Après, je sais que qu'ils se font la guerre, tout ça, mais je suis pas au courant des tenants et Ok, des toi tu t'en fous, aboutissants. toi. Toi tu Ouais, t'en fous, t'es franchement, ça FFF, m'intéresse pas. tu Et fais j'ai ton des truc. potes en WPC, j'ai des potes en FFF et les histoires, franchement. Tu peux concourir sur les deux? Je suis pas sûr. Je crois que tu te fais bannir par la FFF si tu concours en WPC, mais ça, je suis pas sûr. Je sais que c'était un règlement qui était en vigueur il y a 5 ans, genre, Hmm. mais là, je sais pas du tout. D'accord. Bon alors c'est quoi tes objectifs là dans 2022-2023 d'un point de vue force? T'aimerais faire championnat du monde, champion du monde? Tu penses que ça va être Euh, possible en dehors des réseaux? Tu crois que ça va être possible d'éclater dans ce sport-là, de devenir millionnaire? Je sais pas. éclater dans ces sports, non. Pour devenir millionnaire, non, pas du tout, pas du tout. T'es pas encore Euh, assez connu, hein. non, pas du tout. Mais objectif sportif, là déjà faire les championnats de France, les gagner. Faire les championnats du monde, les gagner aussi, et les championnats d'Europe aussi, donc faire le triplé. Hmm. C'est qui ton concurrent principal là en France? T'as un mec ou deux là que ou vraiment t'es tout seul. Je veux dire, t'es tout seul. T'es loin devant tout le monde. Euh, Dans ma catégorie de poids, Hmm. bah, je dirais que j'en ai pas vraiment. Après, je veux pas être, je veux pas être irrespectueux, mais là, je suis inscrit, donc sur Internet, tu peux voir en fait la liste des inscriptions au championnat de France, Ouais. et il y a la meilleure perf de chaque inscrit qui s'affiche. Donc là, du coup, je suis premier du classement. Et du coup, je vais te lister les perfs des autres en termes de total pour que tu puisses te faire une idée. En Mhm. open, du coup, adulte, moins de 93 kilos. Oups. Attends. Bah, Toi, tu m'as dit 740 ton total, toi? non, non, mon meilleur total, c'est 807 et demi. 807,5. 807,5. C'est pas mal, hein? Ouais, ouais, ça va. Et puis, je l'avais fait avec un peu de réserve, donc je pense pouvoir sortir beaucoup plus là au championnat de France. Ok. Et les mecs qui sont derrière toi, Bah, derrière moi, là, il y a 780, 740, 737. Et ensuite, il y a 695, 692, 680, 680. Et ils sont tous à 680. ok, donc t'as quelques gars qui sont au-dessus de 750. Là, Bah, j'en ai un seul qui est au-dessus de 750. Il a 780. Et sinon, il y a 780. 740. Ah, 750. Et là, toi, t'es pas inquiet, ça. Toi, tu te dis, bon. Bah, après, c'est sûr qu'ils ont tous progressé parce que c'est leur meilleur perf en compétition. Du coup, d'il y a Ouais. quelques mois. Mais bah pour l'instant oui on va dire que je suis pas inquiet. Après tout peut arriver le jour de la compétition, mais non pour le moment non je suis pas inquiet. Mais là où j'aimerais bien faire un bon classement c'est l'indice. Je sais pas trop si ça te parle, mais en powerlifting on a une formule qui permet de faire un classement toutes catégories confondues
Ah, Et du coup, en gros, tu rentres ton total et ton poids de corps et ça te donne ouais, un chiffre. ouais, ouais, ok. Et tu Et te classes sur tout le top français top comme ça? français, peu importe toutes les catégories confondues. Et du coup, C'était là, au ouais. championnat de France, j'aimerais bien faire un bon total. Et pour l'instant, c'est quoi t'étais combien ou c'est quoi l'indice? Là, je vais regarder sur le site, mais je crois que je suis classé quatrième français. Putain, putain. Ok, donc il y a Toutes trois catégories mecs devant confondues. toi, toutes catégories Bah, de regarde, poids, quoi. je vais te sortir le truc là, 30 secondes. Tu vois, je sais pas s'il y a beaucoup de sportifs français euh, connus, populaires entre guillemets en force athlétique, tu vois, parce qu'à part toi et The Panache, alors il y en a peut-être d'autres que je connais pas encore, hein, qui sont sur les réseaux. Bah, les trois les plus connus, c'est moi, The Panache et Lia. Ouais, ouais, qui ont créé une audience autour. Et The Panache, tu sais combien il est? Ouais, ouais, mais The Panache, il a un bon classement à l'indice. Attends, je vais te sortir ça sur sur cette année. .gl. Hmm. Bon, en attendant que tu Ah, c'est bon, retrouves le j'ai truc, trouvé. c'est J'ai bon, trouvé. vas-y. Ouais, ouais. Du coup, oui, je suis quatrième. Le troisième, c'est Yanis Bouchou, mais il concourt pas cette année. Le deuxième, du coup, c'est The Panache. Et Ah, il est deuxième. le premier, c'est Corentin Clément. C'est un Lui, mec. c'est le boss, lui. Bah ouais, c'est ça. Il a battu de peu The Panache et il a fait une très bonne performance au championnat du monde. Mais voilà. Après, moi, ce que je dis, c'est que quand j'avais fait les championnats d'Europe, j'étais resté sur ma réserve, sur ma dernière compétition. Donc, je pense pouvoir sortir un très très gros indice là au championnat de France. Je m'avance pas, mais j'aimerais faire un très bon classement. Très bon premier, quoi. Très bon, c'est ce que ça sous-entend. Bon, parfait. Eh ben, on va suivre tout ça. Je suis curieux. Et puis on peut aller s'abonner à ton Instagram. Où c'est que tu recommandes qu'on te retrouve généralement? Instagram, t'as d'autres choses? Instagram, Après le donc YouTube. Rico Powerlifting, YouTube, RCT, Rico et Clem, TikTok, Richmond Lift, et T'as un c'est tout. TikTok aussi, tiens. Ouais, j'ai commencé à mettre deux trois trucs dessus, mais c'est un peu relou parce qu'à chaque fois que je veux mettre un truc un peu marrant, je me fais signaler et je me fais supprimer mes vidéos. Pourquoi? Ouais, Pourquoi bah, tu te fais signaler? ils disent qu'il y a du contenu explicite sur mes vidéos, mais moi je trouve pas. Ah, c'est ça. Quel genre de... C'est quoi, t'es à poil ou... Non, non, je suis même pas à poil, mais j'ai posté une vidéo un peu marrante, je te la montrerai après. Hmm. Et ils ont pas trop kiffé, ils me l'ont viré. Ou bien il y avait une vidéo où je faisais du soulevé de terre et je me suis évanoui après. Ils ont dit pratique dangereuse, ils me l'ont viré. Ah ouais, Du d'accord, coup, tu ok. peux rien mettre Ok. de vraiment sensationnel. Non, non, non. Il y a des trucs sensationnels qui sont sensationnellement ahurissants sur TikTok, mais ça, visiblement, non. Ça influence négativement les gens. C'est ce qu'ils doivent se dire. Ouais. Bon, tout ça est drôle. Tu me montreras. Tu veux. De quoi il s'agissait de la première vidéo? Tu veux en parler là en public ou tu préfères me. Ouais, Regarde, bah je peux en finalement. parler en public. Hein. Ah, C'est c'était en quoi? gros sur le squat. J'avais fail un squat en compétition. Bah c'est celui que j'ai fail en fait et je me suis tenu la cuisse et j'ai montré une vidéo de la radio après. Si tu veux, je peux la montrer tout de suite là. Euh, Ouais, vas-y, montre. Je verrai si cet extrait sera sur YouTube peut-être. Hop là. Attends. Ok, donc je vais commenter pour ceux qui sont sur les applis en ce moment. Donc là, il est en compétition, il va faire un squat. Là, il fait un squat, il remonte. Ouais, tu t'arrives Je pas à me suis remonter, tenu donc la cuisse. ouais. Rien. Et ensuite, tu Ça montes c'est la la vidéo de radio. la radio. Ah oui, ça c'est une prothèse. C'est pas Non. la tienne. Hein? Attends, La radio? ouais, la Ah, radio, il y avait une t'as prothèse. pas cerné la blague en fait. Non, j'ai pas. Non, je vois pas bien. Je vois pas ce qu'il y a écrit. Ah oui, d'accord, oui, ok. Oui, non, mais c'est bien ça, c'est parce que sur le genou, il y a une prothèse aussi. J'avais vu la prothèse et j'avais pas vu ce qu'il y avait entre les deux jambes. On Voilà, laissera l'imagination. Ouais, J'avais mis cette vidéo, ils ont dit pas bien. Police, ils ont supprimé. ok. Bon, à la limite pour ça, bon, je sais pas. Il doit y avoir pire peut-être sur TikTok, donc je sais pas. Je vais pas juger, mais c'est enfin, y a rien de grave. Mais c'est les règles.
visiblement. Bon, très bien. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. J'ai toujours des petites questions à la fin, très rapides à la limite. Alors, je t'ai demandé un peu ton entraînement, mais comment tu manges, toi, de manière générale? Est-ce que t'es un mec qui est strict dans ta façon de t'alimenter? Non, je suis pas très strict, mais je respecte un total calorique à ne pas dépasser. Actuellement, j'essaie de pas dépasser 3200 parce que je pèse 95,5 kilos et je dois concourir à moins de 93 kilos dans 3 semaines, donc je suis en léger déficit calorique. Et ensuite, sur la fin de la préparation, je vais jouer sur les niveaux d'eau, un peu sur la sudation pour arriver à 92,9 le jour de la compétition et je serai bon. Donc actuellement, pas très strict, mais je respecte juste le déficit calorique qui m'a imposé. Ok, oh putain, très disciplinaire du coup. Habituellement, t'es un mec non, t'es sérieux sur ça? Non, habituellement, je m'en fiche un peu. En fait, tant que je mange assez de protéines, j'essaie d'être sur mon maintien ou un petit peu au-dessus. Ok. Et ça me convient totalement. T'es chez Nutrimuscle, hein? Ouais, Nutrimuscle en sponsor. Qu'est-ce que tu prends comme complément? Donc, je prends de la créatine déjà. Créatine, multiminéraux. Je prenais du gainer, mais j'ai arrêté parce que je dois perdre du poids. Bien sûr. Je prends de la Muscle Whey. Et du coup des multivitamines, vitamine C. Avant l'entraînement, il m'arrive de prendre du Mix Focus, donc c'est de l'acétylcholine mélangée à de la caféine. Et voilà, je crois que c'est tout majoritairement. Après, il m'arrive aussi de prendre des oméga 3, mais pour le plus important, je dirais de retenir multiminéraux, créatine et multivitamines. Ok. Si tu pouvais revenir à 5 ans en arrière, là, la première fois ou disons, il y a 5 ans, dans la première année où tu as découvert le powerlifting, que t'as commencé à te lancer là-dedans, est-ce que il y a un conseil que tu aurais eu besoin d'entendre ou que tu aurais eu envie d'entendre? Peut-être qui va faire écho à ceux qui veulent démarrer ou ceux qui sont dans leur début de cette activité. Peut-être ne pas se précipiter dans la pratique. Vraiment prendre le temps de bâtir une bonne base avec une technique solide, avec une exécution solide des mouvements avant de vouloir charger, parce que en voulant charger trop vite, souvent on va plus vite que ce que notre corps nous permet de faire, et au final on se retrouve souvent dos au mur et on se retrouve face à la blessure. Donc vraiment faire très attention et attendre d'avoir une exécution sécuritaire avant de charger, parce que j'ai eu mal au dos au début. Bon, ça n'a pas duré, heureusement. Ça n'a pas duré, heureusement. Mais quand j'ai commencé, dans mes 2-3 premiers mois, j'ai eu très très mal au dos parce que je faisais n'importe quoi sur mes mouvements. Et justement, j'étais très fort. Je pense que j'étais très fort pour mes structures passives, pour mes os, mes articulations. Et au début, elles ont pas suivi. Ensuite, je me suis remis en question et ça allait un peu mieux. On sait aujourd'hui que la capacité d'adaptation qu'a les disques intervertébraux, les vertèbres, les articulations, les ligaments est beaucoup plus lente qu'ont les muscles. Donc c'est d'ailleurs pour ça que ceux qui prennent des stéroïdes, ils ont les muscles qui dessus deviennent beaucoup plus forts et ça met beaucoup plus en tension les ligaments et les articulations. Et d'ailleurs, je pense que toute cette vague, tu vas me dire ce que tu en penses, hein, de personnes qui utilisent des produits dopants, ça se voit, c'est évident, tu vois, sur eux, qu'ils ont popularisé un entraînement à faible charge, avec beaucoup de répétitions, plein de techniques, etc. C'est peut-être aussi une façon de continuer à entraîner le muscle sans mettre trop de pression sur les articulaires et les ligaments. Ouais, je pense que c'est possible. Après, je suis pas dans leur tête, mais je pense que c'est possible et c'est pas une méthode. C'est pas une méthode idiote de travailler, quoi. C'est même une méthode intelligente, de manière à pas se blesser. Et surtout que quand t'es dopé, tu dois beaucoup moins complexifier ton entraînement pour prendre du muscle. Ça vient T'as plus pas besoin facilement de faire des trucs de fou, ouais. Il y en a qui vont râler. Tant pis, on va les laisser râler. T'as eu des influences, un modèle, un mentor, quelqu'un à qui tu te réfères encore aujourd'hui? Justement, mon collègue avec qui je travaille, Clément, il a quelques années de plus que moi, et il m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé la force athlétique. Il m'aide encore maintenant. Justement, il s'occupe du plus gros de ma nutrition actuellement. Et lui, vraiment, quand je savais pas quelque chose avant, je lui demandais. C'est lui qui m'a donné la plupart des références, la plupart des livres que j'ai lus. Par exemple, Delavier, tout ça, j'ai découvert grâce à lui.
parce que lui c'est un gros mordu de science aussi, et on s'est cultivé ensemble. Et déjà lui dans mon entourage. Après en termes de sport, j'ai toujours été fan des très grands sportifs. J'étais fan de boxe. Mike Tyson, l'athlète, je kiffe. Bon, je précise l'athlète parce que la personne, il allait un peu dans tous les sens. Ouais. T'as lu son livre? Ouais. Non, pas son livre. Non. Bah tu devrais. C'est assez marrant. Ok, non, j'ai pas. Mike Tyson, son livre, tu sais, sa biographie, quoi. Je sais pas si c'est. Son autobiographie, ouais. Ouais. Attends, je vais chercher le nom parce que Mike Tyson. Je me rappelle plus du nom du livre. Je vais le retrouver. C'est là, alors en anglais, Indisputed Truth, avec mon super accent. La vérité, rien d'autre. Je crois que c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Exactement. La vérité et rien d'autre, de Larry Sloman et Mike Tyson. Bon, ils ont dû rédiger, c'est les journalistes qui ont dû rédiger avec lui. Mais c'est vraiment pas mal parce que ça retrace toute sa carrière de ses tout débuts, lorsqu'il sort un peu de la banlieue. Il est pris par Cus. J'ai oublié son nom, j'ai tellement du mal avec les noms. Enfin, l'entraîneur de boxe, il le prend et puis il l'amène tout en haut et puis il va se passer plein de trucs. Évidemment, toute sa carrière, ça va devenir un des boxeurs les plus connus. Enfin, tu connais toute son histoire. Cus D'Amato, ouais. Cus D'Amato, voilà. Et le bouquin est vraiment pas mal. Il est peut-être un peu enjolivé, tu sais, un peu romantisé, romancé, on dit. Parce que tu retraces toujours l'histoire derrière, tu vois, mais ce qui est pas mal, c'est de voir à quel point le mec, il est tombé dans les addictions, et qu'une vie de champion comme lui, qui sort quand même d'un milieu difficile, c'est les montagnes russes, hein. C'est toute sa carrière, c'est quand même les montagnes russes. Ouais, c'est ça, avec la drogue, la prison, les bagarres. Ouais, les violences. C'est compliqué, ouais, un sacré bordel. Ok, Mike Tyson, intéressante. Mais justement, en parlant de bouquins, il y a celui-là que je laisserai dans les notes. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu as envie de recommander, un bouquin qui t'a marqué, que ce soit sur la force ou sur autre chose, hein, que tu as peut-être lu récemment? Faut que je réfléchisse. J'en avais un juste là. Je me souviens. Je vais regarder sur mon Kindle. Il y a un livre que j'ai lu sur l'auto-hypnose. Ah ouais. Ouais, très très intéressant. Je retrouve ça. Il y en a de plus en plus qui s'en intéressent à l'hypnose. Hein. Auto-hypnose et performance sportive, des éditions Amphora. Ok. Je me demande qui c'est qui a écrit ça, tiens. Je l'attends. J'ai pas l'auteur ici. Mais pareil, j'ai regardé. Je laisserai ça dans la description pour ceux qui veulent aller voir. Ah tiens, je vois que l'auteur Jonathan Bell-Legroux, il est passé sur Extraterrien, un podcast que je connais, de un collègue. Bon, parfait. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que y a des choses que tu as envie de rajouter ou un dernier mot à faire passer? Non, pas spécialement. Hein. Je sais pas trop. Je trouve qu'on a pas mal fait le tour. Ouais. Voilà, on arrive aux 2 heures, donc c'est un peu le format que j'ai habituellement, comme ça nous laisse le temps de parler d'autres trucs, de faire des clins d'œil à certains collègues. Avenir, beaucoup de clins d'œil à Avenir aujourd'hui. Je vais faire un autre clin d'œil. J'apprécie beaucoup ce qu'il fait, et à chaque fois qu'il sort une vidéo, que je me marre, putain, je me marre. Et je suis toujours à 2 doigts. Ah ouais, et à chaque fois je me pose la question, je me dis, putain, ceux qui font les vidéos avec lui, j'arrive pas à savoir s'ils passent la journée à se fendre la gueule, ou si au bout d'un moment ils se disent, putain, j'en peux plus de ce mec. Mais tu sais, pas dans le mauvais sens du terme, tu vois. Ouais, mais sur la première, comme je t'ai dit, vu que j'étais mal à l'aise, c'était chaud un petit peu. Sur la deuxième, c'était tranquille. Et là, récemment, on en a fait une 3e au challenge du Trimusc. Putain, je me suis fendu la gueule toute la journée. Genre, il est vraiment marrant, mais le truc, c'est qu'il force pas le truc, tu vois. Genre, ouais, ça va naturellement. C'est naturel. En fait, dès qu'il ouvre la bouche, il débite une connerie et c'est drôle. J'ai l'impression, ouais. Puis à côté de ça, ses courts-métrages et les trucs qu'il fait sur ses chaînes sont vraiment top. Bon, super. Merci. On te retrouve, donc je laisserai tous les liens où il faut tout en bas. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, d'avoir été là. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Je vous demande pas de vous abonner, mais faites-le. Sur Spotify, Apple Podcasts, les épisodes sont plus sur YouTube dans leur intégralité, comme vous avez remarqué. Donc maintenant, il faut aller sur les applis. Et puis, vous pouvez toujours aller sur YouTube pour voir des petits extraits par-ci par-là.
Et puis voilà, laissez une note sur Apple Podcast quand même. Voilà, je dis juste ça et une évaluation sur Spotify si vous êtes sur Spotify. Je vous remercie. Je vous dis à lundi prochain. Bye.